Allô, allô! Oui, je sais, l'épisode est pas supposé commencer comme ça. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est Justine qui parle juste pour vous dire qu'on prépare un épisode live sur Patreon et on vous invite tous et toutes à y assister. Donc, notez-le bien à votre agenda. Ce sera le vendredi 6 septembre 2024 à 19h, heure du Québec, évidemment. Donc, on espère vous y voir en grand nombre. Ça se passe sur Patreon. Autant pour les cornets une boule que deux boules. Et autant Christine que moi, on va vous raconter un petit quelque chose. Donc, le vendredi 6 septembre 2024, 19h, manquez pas ça. Bon épisode là, bye! Salut les cornets! Moi c'est Justine. Et moi c'est Christine. Et vous écoutez Crime glacé. Salut la gang! Ah que coucou les amis! J'espère que vous allez bien. Je pense que ça fait le plus longtemps qu'on a été sans enregistrer Oui, de podcast. Parce que là, on s'est pris full d'avance. Là, on en avait enregistré 3 de suite pour prendre des petites vacances, là, et profiter de l'été un peu. Puis, ben là, on reprend le rythme normal. Yes. Oui! Je suis contente quand même. Oui, je suis contente de vous d'apprendre retrouver. des nouvelles histoires et de vous retrouver, oui. Oui, ça faisait bizarre. À un moment donné, j'étais comme... J'avais quasiment oublié qu'il fallait enregistrer à un moment donné, là. Ben moi, c'était le compte. Genre, cette semaine, je me demandais c'est quoi qui allait sortir. J'étais comme, mais semble... Crime, je me rappelle plus de nos histoires qu'on a enregistrées. Genre, faut en enregistrer d'autres. Tellement ça fait longtemps. Faut passer à un autre appel, là. Ben moi, j'avais comme tout monté d'avance, les épisodes, puis fait toutes les pauses d'avance. Puis là, j'arrivais toujours le dimanche matin, puis j'avais un moment de stress de comme, est-ce que j'avais vraiment monté l'épisode? J'étais comme, est-ce que j'en ai oublié un? En tout cas, trop d'avance, c'est pas mieux non plus. Mais bref, là, on se remet à jour. Fait que j'espère que vous allez tous et toutes bien. Au moment où on se parle, le pot de crime va être demain. En fait, le moment où vous nous écoutez, le pot de crime va être le lendemain. Ça se peut-tu? Ben, le pot de crime, c'est un samedi. C'était le pot de crime hier. C'est ça. Au moment où vous nous écoutez, c'était le pot de crime hier. Hey, c'est compliqué dans ma tête. J'étais comme, attends, là, je faisais les calculs, il y avait comme 14 000 liens. Non, ça marchait hier. Pas. Oui, fait que, en tout cas, c'était le fun de vous voir, la gang. Ouais, c'est ça. Oh, ça aurait trop été le fun, mais ça se peut pas. Mais ça aurait trop été le fun qu'on fasse comme « Oh my God, on vous a vu hier! » nanana. Ouais, on veut... Mais on peut pas, là. On va te dire ça la semaine d'après. Désolée, là. Ça. Mais j'imagine que c'était vraiment le fun. En tout cas, j'espère. Fait que j'ai hâte, pour vrai. Je vais prendre un guess puis dire que c'était trop le fun de vous rencontrer puis qu'on a eu full de plaisir. Oui, on le manifeste dans l'univers. Exact. Mais bref, sans plus attendre, est-ce que t'as autre chose à me dire, Chrissy? Ben sûr! On va faire... on a notre petit shout-out de chaque épisode, notre petite tradition. Ben d'accord, je vais le lire tout de suite. Alors, notre petit shout-out d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui nous dit « Salut les filles! J'espère que vous allez bien. D'abord, je tiens à vous dire que vous faites une excellente job. Merci beaucoup. Vous êtes sérieusement rendu dans mon top 3 de podcasts. Bref. Oh! Cutie. Merci. Elle dit aussi, je voulais savoir si vous pouviez faire un tout petit shout-out à ma sœur Clarence. Nous vous écoutons religieusement à toutes les semaines. Nous sommes toutes les deux du même avis. Vous êtes hot et on aime vos histoires parce qu'elles sont longues. Un gros merci. Bon été. Ah, mais merci! Trop cute! On n'a pas noté ton nom à toi, mais j'espère que tu vas te reconnaître avec ta sœur Clarence, mais merci à vous deux. Oui, on vous dit un gros salut à vous deux et on vous donne des gros bisous et on est content que vous soyez parmi les cornets. Oui, merci! Merci d'avoir pris la peine de nous écrire aussi, ça nous touche tout le temps. Alors, est-ce qu'on avait d'autres choses à se dire avant de se lancer dans cet épisode? Non, je suis prête à dire ma saveur du jour. Parfait.
je t'écoute. Au moment où que, là, on enregistre, là, pas au moment que vous nous entendez, je viens de fêter ma fête, puis j'ai trop passé une belle soirée. Je suis encore sur mon petit nuage d'anniversaire. C'est sûr que ça aurait été mieux si Christine avait été là. Je sais. Je Mais pouvais c'était pas le fun. venir, je travaillais à l'autre bout du monde. Je sais, je t'en veux J'en pas. reviens pas encore que j'ai manqué ça. C'était la première fois que tu manquais ma fête depuis qu'on se connaissait, je pense. Je sais. C'est la première fois qu'on la fête pas ensemble depuis 8 ou 9 ans, je sais plus. Ouais, c'est pas grave. Mais Triste. bref, c'était trop le fun. Merci à tous ceux qui sont venus. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent. Fait que, allô, Oui. la gang. Puis, ben, en cause que je suis encore dans mon mood d'anniversaire, là. Genre, d'habitude, ça fait pas ça, mais là, cette année, ma fête a duré comme une semaine, là, tu sais, quand, genre, les festivités finissent Ouais. plus, là, puis les... Uh-huh. Fait que c'était vraiment cool. Je me sentais comme quand j'étais petite, là, puis j'avais comme une petite fête surprise avec mes amis, puis là, je leur donnais un petit sac surprise, là. En tout cas, je me sentais de Oui. même. Genre, la fête à l'école, la fête à la maison, la fête avec la famille, la fête avec les amis. En tout cas, je me sentais de Ouais, je même. comprends. Fait que ma saveur, ben, c'est gâteau de fête. Oh! En Bonne plus, idée. j'adore cette saveur. Pour toutes sortes de desserts, là, genre muffin, cupcake, C'est vrai? Timbit au Tim Hortons, j'adore la saveur gâteau de fête. Je sais pas pourquoi, là, c'est comme juste du sucre, Ok. là, mais Oui, c'est j'aime ça. vraiment ça. Moi, j'ai de la misère. Je trouve tout le temps que c'est trop sucré. Genre, c'est trop comme une Ben, cuillère de sucre, genre. Je comprends, mais d'habitude, ça me fait ça, mais là, pour gâteau de fête, moi, j'adore les petites pépites, Ok. là. C'est peut-être la nostalgie de l'enfance, mais j'aime vraiment Mhm. ça. Je vois. Mais c'est beau, par contre. Faire un Ouais. dessert gâteau de fête, là, c'est vraiment cute. Ouais, c'est plein de couleurs. Fait que c'était ça ma saveur du jour. Une dernière Bonne idée. fois, bonne fête à moi-même. Pour la dernière Oui. fois, c'est clairé après pour jusqu'à l'année C'est prochaine. C'est ça. OK. Fait que là, je vais me lancer dans l'histoire d'aujourd'hui. Mhm. J'espère que vous êtes prêts. Et là, je tiens à dire que juste avant qu'on commence à enregistrer, Julien m'a dit que ces deux histoires, parce qu'on enregistre deux cas à elle aujourd'hui, étaient vraiment étranges. Oui, l'épisode là, puis le prochain qui va être l'épisode Patreon, là, les deux sont complètement bizarres. Fait que tenez-vous bien, parce que l'histoire d'aujourd'hui regroupe tous les types d'histoires de true crime qu'on peut imaginer. Fait que je vais Ok. faire un trigger warning pour tout. Et je vais les énumérer et tu vas voir, ça va de pire en pire. Ben voyons. OK. Fait qu'on va parler de manipulation, arnaque, mensonge, disparition, meurtre, violence conjugale, maltraitance d'enfants, cannibalisme, ovni, reptilien, cure contre le cancer, bébé mystérieux, sabre de ninja, conspiration, reine extraterrestre, etc. Je sais pas comment je me sens. Que... Ouah! Une histoire. Oui! Ben voyons donc. OK. Fait que J'ai trop hâte. Je suis vraiment intriguée. c'est l'histoire de Girly Chew. Je ne sais pas si ce nom te dit quelque chose. Non, ça me dit rien. C'est comme connu, est quand même connue cette histoire-là, mais moi, je l'avais pas entendue avant de faire des recherches, là. Mais elle est connue pour être complètement bizarre, cette histoire-là. Fait que Ok. je vais te raconter son histoire aujourd'hui, puis son histoire est celle d'un homme complètement détraqué, là, un mastermind qui a réussi à manipuler des dizaines et des dizaines, si pas des centaines, là, parce que impossible de retracer toutes ses victimes, là. Mais il a su manipuler des dizaines de personnes, surtout des femmes qui étaient sensiblement intelligentes, là, tu sais, il a pas arnaqué comme des personnes complètement stupides, mais Mhm. il a réussi à trouver un point faible chez chacune d'entre elles pour les rendre vulnérables et facilement influençables. Puis, ben, ils sont devenus victimes de sa folie, là. Il est complètement crackpot, là, ce gars-là. Puis ça fait peur parce que, je veux juste le rappeler aussi, là, genre, toutes ces victimes, faut pas les juger, faut rester respectueux parce que, là, de la manière que je vais raconter ça, on est comme, ben, voyons, ils sont complètement stupides d'avoir cru à ce qu'ils disaient, mais Mhm. on n'était pas dans leurs shorts, on n'était pas Mhm. dans le moment, on sait pas comment il s'est pris pour amener ces sujets-là puis les convaincre de ces affaires-là. Là. Je pense pas qu'il a juste lancé ça de même. Là. C'était genre un long travail de manipulation sneaky. Fait que je veux juste rappeler qu'il faut rester respectueux puis pas les juger. Ça reste des victimes, puis c'est lui le gros méchant complètement stupide dans l'histoire.
OK. Mais ouais, parce que c'est facile on peut rire, là, genre, c'est facile, là, avec du recul, de pas en revenir, là, mais je veux juste quand même rappeler que c'est triste au final ce qui s'est passé. Je garde ça en tête. Pour ajouter à l'incongruité de cette histoire, elle commence à SeaWorld, dans les années 90. OK. SeaWorld, c'est une filiale de parc à thème, pour ceux qui connaissent pas. C'est surtout des parcs aquatiques, là, avec comme des mammifères marins. Il y a aussi un océanarium et un centre de réhabilitation d'animaux marins. Il y en a un à Orlando, mais aujourd'hui, l'histoire se passe à celui de San Diego. Je sais pas s'il y en a d'autres aussi, mais il y en a au moins 2 aux États-Unis. Puis ouais, SeaWorld, là, ça a quand même subi plusieurs scandales sur leur traitement éthique des animaux. Là. C'est quand même genre des baleines dans une piscine. Ouais. Puis ben, au fil des années, ils essaient de changer leur image pour se faire passer plus pour comme un centre de réhabilitation. Mais en fait, c'est parce que les baleines puis les orques qu'ils ont élevés en captivité, ben ils peuvent pas les remettre à la mer parce qu'ils ont pas d'instinct de survie. Fait qu'ils sont juste ils les gardent jusqu'à ce qu'ils meurent, mais ils en réélèvent pas d'autres. Fait que là, ils se disent qu'ils sont en réhabilitation, mais c'est de leur faute parce qu'ils ont élevé des baleines qui ont pas d'instinct. Réhabilitation des problèmes qu'ils ont causés eux-mêmes. Exact. OK, c'est super. Bref, c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, mais je voulais juste faire un petit préambule pour rappeler de ne pas encourager ce genre d'entreprise. Dans les années 90, c'était vraiment les golden days de SeaWorld, là. C'était pas encore super critiqué, là. C'était the place to be. T'sais, on est né un peu tard, là, en 98, mais même dans les années 2000, là, je sais pas si toi tu te rappelles, là, mais moi, je voyais des annonces à la télé, là, puis ça avait l'air d'être le rêve de tous les petits-enfants de faire un high-five à un beluga ou quelque chose, là, genre... comme Maryland, là, puis... Oui, exact. Genre, je voulais même, genre, à l'aquarium de Québec, là, je veux pas, comme, les bâcher, mais je me rappellerai toujours de, comme, toutes les sorties qu'on a faites au primaire, qu'on allait à l'aquarium de Québec, puis genre, l'ours polaire. Il y avait un ours polaire dans une cage grosse comme mon cul, puis il avait tellement l'air de pas bien aller, là. Genre, ça me marque. Je sais même pas s'il est encore en vie, là, mais ça m'a marqué. De retour à SeaWorld, c'était vraiment le paradis sur Terre pour tous les fanatiques d'animaux. Ouais. Même les adultes, là, ça avait de l'air trop le fun d'aller assister à ces spectacles-là, puis c'était le rêve de nombreuses personnes d'y aller, dont notre protagoniste d'aujourd'hui, Girly Chew, qui a eu un coup de foudre pour SeaWorld la première fois qu'elle est allée en 1989. Mais y es-tu trop tôt dans l'histoire pour te demander pourquoi elle s'appelle Girly Chew? Ben, j'allais le dire, là, mais elle vient de Malaisie, puis c'est son nom. Elle s'appelle Girly Chew, c'est son nom de famille. Ok, parfait. Mais Girly, je trouve ça tellement cute. Oui, mais c'est ça, mais je savais pas si c'était comme son vrai nom ou si c'était comme un nom... Ouais, un nom de scène, genre. Ou... un nom d'utilisateur de quelque chose, là, genre d'un réseau social ou bien un nom de scène. OK, mais j'avoue, mais ça sonne... en tout cas, c'est vraiment original comme nom. Girly, je trouve ça tellement cute, là. En tout cas, j'adore. Mais ouais, c'est une jeune femme dans la fin vingtaine qui vit en Malaisie, puis ses parents sont Chu Ching Keng et Margaret Chin-Gyok-Wan. Et désolée ma prononciation. Puis elle a aussi une sœur qui s'appelle June et un frère qui s'appelle Andrew. Puis oui, elle vit en Malaisie, mais en 1989, elle est en visite aux États-Unis avec son amie Susan. Puis ben ensemble, sont arrêtés à SeaWorld à San Diego pour visiter le parc. Puis ils ont tellement trippé que les deux sont retournés l'année suivante, puis celle d'après encore, puis si je me trompe pas, une autre année encore. Ils ont vraiment capoté leur vie. Fait qu'en 1992, Girly, elle a maintenant 29 ans, puis elle y retourne une autre fois, mais cette fois-ci, elle a un autre coup de foudre. C'est pas pour les loups de mer, mais bien pour un Américain qu'elle a croisé par hasard à SeaWorld, puis avec qui ça l'a cliqué immédiatement. Cet Américain est Dayazian Hossenkoft. Dayazian, il est né en Suisse d'une mère japonaise et d'un père allemand, mais il habite aux États-Unis. C'est un docteur spécialisé dans les recherches génétiques. Il a fait ses études au Japon, où il a obtenu un baccalauréat en sciences à l'Université de Tokyo. Il a une maîtrise en chimie de Stanford, une maîtrise en ingénierie génétique à l'Université de San Francisco et il a un doctorat en médecine de l'Université Cornell. Donc, un bolé. Ouais. En plus d'être docteur, il est aussi un chirurgien thoracique qui a également travaillé dans le passé en tant que scientifique pour la CIA et la NASA. Il a aussi
écrit plus de 40 ouvrages médicaux, puis son CV fait plus de 7 pages de long. Et, je vous rappelle, et en fait, je vous l'avais pas dit, mais il a 27 ans. Oh shit. Et il a réalisé tous ces accomplissements-là. Fait que, ouais, il a fait pas mal plus d'affaires que nous à cet âge-là. Ouais, c'est ça, je suis comme, tic-tac, tic-tac, il est 26, qu'est-ce que je fais? J'ai un chat qui s'appelle Paul. Il me reste 1 an pour légaliser. Wow. Il a accompli plus que la plupart d'entre nous veulent accomplir dans toute notre vie combinée ensemble, mais il est pas juste extrêmement intelligent, il est aussi très confiant, charismatique, drôle, extraverti. Puis aussi, Diazian, là, comme je disais, c'est un nom tellement unique là, que personne semble avoir eu ce nom-là dans toute l'histoire du monde. Là. Il n'y a aucun Diazian qui a été enregistré sur la planète. Fait qu'il y a un nom unique. Puis même chose pour son nom de famille. Il n'y a aucun Hassenkopf qui a été enregistré dans l'univers. Fait qu'il est vraiment le seul et unique. Puis ça ajoute quelque chose de mystérieux au fait qu'il n'y a aucune autre personne qui s'appelle ni Diazian, ni genre Michel Hassenkopf, là, genre aucun. Ah ouais, my God. C'est vraiment quelqu'un d'unique autant par son talent que son nom. Fait que c'est pas surprenant que Girly Chew tombe éperdument amoureuse de lui. Mais là, elle est en visite juste quelques jours à SeaWorld, puis elle doit retourner en Malaisie. Pendant qu'elle retourne en Malaisie, les deux ils ont continué à s'écrire, puis ils se sont vite rendus compte que c'était pas une simple amourette de voyage, là. Ils ont vraiment commencé une relation à distance. Puis de fil en aiguille, Girly a organisé un autre voyage aux États-Unis. Cette fois-ci, pas pour SeaWorld, mais bien pour Diazian World. Je me trouvais drôle, excusez. Oh mon Dieu! C'est bon! Peu de temps après, il lui achète une bague de fiançailles de 7000 $. On est encore en 1992. Là. La même année, même si ses parents sont complètement en désaccord, Girly déménage officiellement aux États-Unis pour aller vivre avec Diazian. Elle déménage plus précisément à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, au 3900 block of Moon Street. C'est ça, leur première adresse ensemble. Fait qu'elle rencontre, puis la même année, elle déménage et elle immigre dans un autre pays pour lui. C'est très rapide. Et le 8 janvier 1993, donc à peine un mois plus tard, les deux sont mariés. Donc en un an, avec la majorité du temps passé ensemble à distance, Girly, elle a comme tout abandonné pour lui, pour Diazian. J'avoue que c'est gros, mais c'était un coup de foudre, j'imagine. Ouais. Puis, tu sais, en plus, ses parents étaient vraiment contre, là, puis Diazian, il a même envoyé une lettre aux parents de Girly en disant de s'excuser de ne pas leur avoir demandé sa main, tu sais, parce que surtout à cette époque, puis dans cette culture-là, tu sais, d'habitude, tu demandes aux parents leur accord, mais lui, il avait même pas pris la peine de le faire, fait qu'il a juste écrit une lettre après pour s'excuser. Donc, Girly Chew devient Girly Chew Hassenkopf, mariée et habitant avec un médecin extrêmement primé, mais qu'elle connaît à peine. Mais pour une jeune fille de Malaisie, elle pense peut-être vivre le American Dream, un peu que plusieurs personnes dans d'autres continents rêvent de vivre, là. Fait que bref, au début, elle est super heureuse. Elle pense vivre une vie meilleure aux États-Unis. Puis, ben, Girly, elle questionne les origines de Diazian pour apprendre à mieux le connaître au début. Tu sais, comme c'est quoi ce nom-là? Hassenkopf, ça n'a pas de l'air très américain. Puis, ben, comme j'ai dit tantôt, c'est là qu'il lui parle des origines de son nom et que même ses propres parents, ils n'ont pas le nom Hassenkopf. Il dit que son nom est à moitié allemand, à moitié japonais, comme ses parents, puis que ses parents, ils l'ont comme nommé avec un mélange de leurs deux noms de famille ensemble. Ah, je comprends pourquoi, là. Je comprenais pas trop tantôt, j'étais comme, ses parents, c'est juste comme, ils ont donné un nouveau... Parce que... OK. C'est ça, c'est pour ça qu'il n'y a aucun Hassenkopf. Il dit que c'est un mix des noms de famille de ses deux parents. Puis il dit que c'est, selon lui, les deux races les plus puissantes. OK. Fait qu'il est très fier que son nom provienne des deux pays, les deux nations les plus puissantes à ses yeux. Mais bon, Girly Chew est juste genre, OK, super. Elle pose pas plus de questions, puis ben, c'est un peu un réflexe qu'elle va avoir de plus en plus avec tout ce que Diazian va commencer à lui dire pour le restant de leur relation. Par exemple, il va lui dire que sa première femme a été tuée dans un accident de voiture, puis aussi ses deux jeunes enfants étaient à l'intérieur de l'auto puis sont aussi décédés. Fait que c'est un traumatisme qu'il a vécu il n'y a pas trop longtemps avant sa rencontre avec Girly. Il va aussi lui avouer une révélation choc. Il est mourant. Il dit qu'il a la leucémie,
puis que c'est pour ça qu'il dévoue sa carrière à guérir le cancer. Puis peu à peu, il va lui dire qu'il a même trouvé le remède contre le cancer, puis que c'est pour ça qu'il est encore en vie aujourd'hui, puis que c'est lui-même son propre cobaye. Puis que c'est ce remède-là qu'il garde en vie, puis c'est comme ça qu'il a fait tout son succès puis tout cet argent-là, c'est parce qu'il a trouvé une manière de survivre en ayant la leucémie ou autre type de cancer. Il dit qu'il a recueilli des centaines de milliers de dollars de différents investisseurs pour ses recherches et son remède miracle. Il dit aussi qu'il travaille sur une manière de créer des humains dans un laboratoire, puis qu'une fois ses recherches assez avancées, les découvertes qu'il va faire vont apporter des milliards de dollars autant à lui qu'à ses investisseurs, puis qu'il y a toujours des gens qui sont prêts à investir dans ses projets. Une de ces personnes étant son voisin Pedro, un homme de 70 ans qui a flambé toutes ses économies dans le travail de Diazian. Ben voyons. Fait qu'on commence à voir à quel personnage on a affaire. Ouais, il a l'air quand même influent et manipulateur, peut-être. Beau parleur, ouais. Fait que, ma prochaine phrase, c'est littéralement « On peut commencer à comprendre que Diazian est un beau parleur manipulateur. » Ben voyons donc. OK. Wow, OK. Wow. On est connecté avec mon texte. Mais ouais, peu importe si certains semble sceptique face à ses pitchs de vente sur ses découvertes puis ses recherches, Diazian, il finit toujours par trouver quelqu'un qui a du cash à mettre dans ses idées. Parce que, tu sais, à la fin de la journée, il est très riche, là. Tu sais, tu peux pas faire semblant d'être riche, là. Il est riche, là, on le voit, il a beaucoup de possessions, il est très influent. Fait que c'est clair qu'il réussit à influencer des gens à investir dans ses projets. Puis ben Girly, elle est impressionnée, elle accepte toutes les histoires que Diazian lui raconte. Puis ben elle s'en fait pas plus que ça. Diazian, il voyage beaucoup pour le travail, toujours seule. Fait Girly Choo, qui commence un peu à s'emmerder puis à se sentir seule, elle se trouve elle aussi une job. Elle travaille comme guichetière dans une banque. Autant ses collègues de travail que ses boss disent que c'est une employée modèle, qui est très appréciée, très aimée, super fine, super cool. Puis, ben, malgré un peu le mystère et l'étrangeté de son mari, Girly, elle semble très heureuse au départ et sa vie va très bien avec Diazian. Mais bon, tu sais, je rappelle, on est des années 90. C'est beaucoup plus difficile que maintenant de faire nos recherches soi-même sur quelqu'un. Tu sais, tu peux pas tant juste googler le nom de quelqu'un. Puis même à ça, c'est peut-être normal que rien sorte si... au début des années 2000, là, si j'écrivais mon nom, là, rien aurait sorti sur Google, tu sais. Non, c'est ça. Puis encore moins dans le début des années 90. Girly aussi, elle vient de Malaisie. Il y a une barrière culturelle et de langue qui peut influencer un peu sa manière de percevoir son entourage et son mari. T'sais, elle se dit, je suis dans un autre pays, c'est peut-être normal de pas trop poser de questions, c'est peut-être normal que mon mari ait plein d'investisseurs sur sa compagnie. T'sais, je pense qu'il faut la comprendre qu'elle s'est pas trop posé de questions puis qu'elle est juste contente puis aveuglée par son amour pour lui. Tout va bien, les deux conduisent des voitures de luxe, ils déménagent même éventuellement dans une plus grande maison en 1996, donc 3 ans plus tard. Mais c'est un peu à partir de ce déménagement-là que Diazian commence à être de plus en plus absent de la maison. Il part plus longtemps et plus souvent en voyage d'affaires, mais il a toujours la même excuse. Il fait des voyages pour effectuer des chirurgies sur des enfants et des femmes ayant des blessures à la suite d'accidents de voiture. C'est toujours ça sa raison. C'est quand même précis. Pourquoi accident de voiture, puis pourquoi juste des femmes et des enfants? Ouais. C'est comme... c'est une weird excuse de s'absenter, me semble, de la maison. Ouais, surtout que il dit que son ancienne femme et ses enfants sont morts dans un accident de voiture. C'est comme un peu... Je suis dévouée à sauver des femmes et des enfants qui ont vécu la même chose que la mienne et les miens, en tout cas. Ouais. Et c'est là, après l'absence de plus en plus prononcée de son mari, que enfin, Girly Choo commence à trouver cette histoire-là bizarre. C'est autour de ce temps-là, là, quand les doutes se creusent de plus en plus dans la tête de Girly, que Diazian construit une chambre secrète dans leur maison. C'est comme une pièce barrée en tout temps où seulement lui a accès. Personne d'autre peut entrer dans cette pièce-là sauf lui, puis personne d'autre sait ce qu'il y a dans cette pièce-là sauf lui. C'est vraiment louche. Oui, puis tu sais, déjà que là, a commencé à trouver ce louche, là, il y a littéralement une secret chamber là, dans sa maison. Ça. Ça peut pas calmer ses soupçons, ça fait juste en ajouter plus. OK, fait que même, tu sais, elle a pas le droit d'accès, là. Non, là, puis OK. elle a beau poser des questions, il va
ignorer ou il veut dire « T'as pas le droit de savoir, c'est dans mes affaires, c'est à moi, blablabla. » Mais tu sais, elle aime vraiment Diazian, elle est vraiment en amour avec lui, puis elle a abandonné toute sa vie en Malaisie pour lui, fait qu'elle a fini par se dire qu'il a bien le droit d'avoir ses petits secrets. Fait qu'elle laisse ça aller. En 1996 toujours, Gurley et Diazian commencent à essayer d'avoir un enfant. Puis c'est comme venu du jour au lendemain que Diazian il est devenu subitement hyper obsédé à avoir un enfant. C'est sorti de nulle part, tu sais, il s'en était déjà parlé que les deux en voulaient. Gurley en veut un, mais elle est comme pas pressée. Mais lui, il lui met vraiment beaucoup de pression. Il en veut un live. Puis il dit qu'il est le dernier de la lignée de sa famille, le dernier Hassenkoft est le premier en fait, là. Mais, fait qu'il dit que c'est important pour lui de poursuivre sa lignée puis d'avoir sa progéniture. Mais après des mois et des mois d'essais, sans résultat, le couple va dans une clinique de fertilité puis ils apprennent malheureusement que Gurley est infertile. Fait que là, les deux sont complètement dévastés. Les Hassenkoft adoptent donc un chien, un peu comme pour trouver une source de réconfort suite à cette nouvelle-là, puis un peu peut-être remplacer un certain manque qu'il y aurait dans leur maison, un certain vide. Mais vraiment pas longtemps après qu'il ait adopté le chien, il a comme subitement commencé une journée à convulser. Son corps s'est raidi, puis même s'ils se sont rushés au vétérinaire, il était trop tard, le chien est décédé tragiquement. Ben voyons. Puis ben la seule explication que le vétérinaire a pu donner au Hassenkoff, c'est que quelqu'un a dû donner du chocolat ou des raisins au chien par inadvertance. Puis ben ça peut causer une insuffisance rénale et tuer les chiens. C'est super dangereux, ne donnez pas de raisins ou de chocolat à vos chiens. Je savais pour le chocolat, mais je savais aucunement pour les raisins. Ouais, c'est comme... trop sucré, je sais pas, mais shout out à mon chien Jackson, qui est pas tuable. Ouais, ça c'est une exception à la règle, ton chien. Oui. Il a mangé 2 palettes de chocolat noir 90% au complet et il a survécu. De justesse, là, on l'a amené au vétérinaire, mais il a survécu après s'être fait vomir toute la nuit, là. Mais il a survécu. Il a aussi une fois mangé un pot de vitamines Centrum au complet. Tu sais, les petites vitamines en jujube, là. Ce chien, il est hilarant. C'est peut-être pour ça qu'il est tout le temps sur pause. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il est bizarre. Mais je m'en rappelle, j'étais toute seule chez nous à ce moment-là. Mes parents étaient pas là, parce que c'est plus le chien de mes parents, là. Genre, ils habitent pas chez nous. Mais je me rappelle, j'étais toute seule, puis là, je capotais, je vois mon pot de pilules, de petits jujubes vitamines vides à terre, puis lui qui se lèche les babines comme un gros gourmand. Puis là, je check sur Internet, ça dit de mettre du peroxyde pour faire vomir les chiens, là, genre leur faire boire du peroxyde. Ouais. Là, j'ai fait boire au goulot le glou, peroxyde. Il a jamais vomi. Et lui, il était comme, quel est ce délicieux nectar? J'adore le peroxyde. Mais voyons! Tu sais, même ça, là, il aurait pu en mourir, là. Ça doit pas être bon, là, de boire du peroxyde si tu le vomis pas, voyons donc. Non, lui, il se lichait, il était genre, j'en veux plus, là. Trop bizarre. Puis aussi, il s'est fait frapper par un pick-up une fois, puis il était bien correct. Ce chien. Ouais, c'est ça, il y avait un trou sur la tête, puis c'est tout, genre, une grosse il y avait juste une poque. Oui, il y avait juste une poque. Ouais, c'était une petite parenthèse. Shout-out à mon chien, le guerrier intuable. Mais bon, celui de Gurley et Diazian, il avait l'estomac plus fragile ou bref, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, mais il n'a pas eu une très longue vie. Ils ont donc adopté un autre chien. Mais encore une fois, un jour, Gurley, elle revient de la maison, puis le chien, il est juste plus là. Il a disparu, puis ils l'ont jamais retrouvé. Puis là, ben, ils pensent qu'il se serait juste enfui à travers, genre, la clôture de la cour ou quelque chose. Mais Gurley est encore une fois complètement détruite. Elle vit comme 3 deuils back-à-back, là. Le deuil de pas pouvoir avoir d'enfants, puis après ça, 2 chiens. Ça va vraiment pas bien. Ouais, je comprends. On est encore la même année, 1996. Diazian, il quitte encore une fois pour le travail, pour les mêmes raisons que d'habitude. Mais quand il revient, il y a une surprise pour sa femme. Un bébé. Un petit garçon du nom de Dimitri. Quoi? Ouais, un full-ass baby, là. Tu peux pas juste rentrer du travail puis ramener un bébé, là. C'est pas de même que ça marche, là. Il était parti à l'étranger pour le travail, puis il revient avec un bébé. Puis il explique à Gurley que c'est un orphelin mexicain qu'un de ses amis lui a donné, puis qu'ensemble, ils pourraient l'adopter tous les deux. Puis là, Gurley est genre, OK, mais
En même temps, elle est comme un peu désespérée à vouloir un enfant, puis on en avait déjà parlé avec Diazian d'adopter. Fait qu'elle trouve ça bizarre, mais elle finit par accepter. Puis ça s'écrit avec des E, là, genre Demetri. Mais je vais dire Dimitri parce que je trouve ça bizarre, Demetri. Ouais. Mais ouais. OK. Mais ça va être le dernier geste weird que Girly veut accepter de la part de Diazian. Parce que ce qui va faire un peu décliquer Girly, c'est durant les mois et les années qui suivent. Pendant que son mari part toujours au travail puis que Girly est rendue à s'occuper du bébé quasiment toute seule, le téléphone n'arrête pas de sonner à toutes les heures de la journée et c'est toujours des femmes différentes à l'autre bout du fil qui demandent à parler à Diazian. Puis là, à un moment donné, Girly, elle commence à trouver ça vraiment louche. C'est en janvier 1998, donc 5 ans après que Girly soit déménagée aux États-Unis. Girly est trop curieuse, puis a fini par demander, après un des appels mystérieux, qui est à l'autre bout du fil et pourquoi cette femme-là voudrait parler à son mari. Puis, ben, la madame a fait juste dire « Ah, ben parce que Diazian, c'est mon fiancé, je veux lui parler, c'est... » Eh ben, ouais. Oh mon Dieu. Girly est complètement démolie. Je pense qu'elle s'en doutait depuis longtemps, mais là, se le faire dire en pleine face, c'est autre chose. Ouais. Elle se sent trahie, elle sait pas quoi faire. T'sais, elle a aucune famille proche d'elle. Elle a un nouveau bébé qui peut-être qui a comme 2 ans à ce moment-là à s'occuper. Fait qu'elle fait rien. Elle fait juste se dire... Elle en parle pas? Non, elle garde le silence. Oh my God. Jusqu'au jour où, un beau matin, Girly remarque que la chambre secrète de Diazian n'est pas barrée comme d'habitude. Oh shit. Va voir à l'intérieur. Ben oui. Puis là, depuis qu'elle sait que Diazian est malhonnête avec elle peut pas s'en empêcher, puis elle veut aller voir ce qu'il y a dans cette fameuse pièce secrète, malgré toutes les interdictions que son mari lui a toujours dit de ne pas entrer dedans. Là. Puis, ben, ses plus grandes craintes se sont avérées vraies, et même plus. Girly, elle trouve dans la chambre secrète des lettres d'amour de plusieurs autres femmes. Puis, en fouillant un peu plus, elle trouve aussi des documents légaux, des documents qui prouvent que Diazian Hasselhoff n'est même pas une vraie personne. L'homme avec qui elle est mariée depuis 5 ans, avec qui elle a adopté un enfant, est finalement un paquet de mensonges par-dessus mensonges. Diazian Hasselhoff, c'est même pas son vrai nom. Genre, toute son histoire de « mon père est japonais, nanana, mix and match », c'est même pas vrai. Me semble si ça t'arrive souvent de raconter des histoires que les gens, ils changent de nom constamment. Ouais. Je suis toute mêlée. Mais bref, je vais toujours l'appeler Diazian, OK? Ouais. Pour simplifier le tout. C'est bon. Mais son vrai nom, c'est Armen Chavez. Puis il est pas né en Suisse, mais bien à Houston, au Texas. Puis ses parents sont américains aussi, là, tu sais. OK, vraiment moins exotique, là. Ouais, vraiment plus basic son affaire. Ouais. Toute son backstory est complètement inventé. Girly, elle trouve que Diazian, il y a 4 numéros d'assurance sociale différents. Il a aussi reçu un ordre de restriction qui exige qu'il doit rester loin d'une certaine femme. Puis elle trouve aussi des preuves qu'il est actuellement investigué par le FBI. My God, que ça doit être paniquant, là. Ouais, elle est juste genre « Oh my fucking God ». Hey, je m'enfuirais tellement, là. Là, je vais te parler un peu plus du vrai backstory de Diazian que Girly, elle découvre en temps réel en lisant tous les documents puis les ci, les ça qu'elle trouve dans la chambre secrète. Dans le fond, Diazian il a été renvoyé de l'école de médecine après qu'on a découvert qu'il avait falsifié des documents. Fait qu'il n'est pas un docteur, ni un ingénieur, ni un scientifique, ni un chirurgien, mais bien un escroc, un pelleteux de nuages, un menteur qui scamme des patients atteints du cancer et d'autres maladies vulnérables en leur disant un paquet de mensonges. Oh non! Il n'y a aucun diplôme. C'est un charlatan. C'est un charlatan. Après avoir été kick-out de l'école de médecine, c'est là qu'il a changé son nom pour Diazian. Puis dans les années 80, il a été marié pour de vrai avec une femme du nom de Rosemary, puis il a eu un enfant avec elle. Mais ils sont pas morts, là. Il a juste décidé de les ditch un moment donné, puis de plus jamais les revoir. OK. Fait que son passé tragique qu'ils sont morts dans un accident de voiture, c'est pas vrai.
Ouais, of course. En 1986, une femme qui souffre de problèmes de santé mentale et de dépression sévère a fait la rencontre de Diazian. En fait, c'est à cause que son père il a décidé d'engager des professionnels pour accompagner sa fille qui allait pas bien, qui était comme pas capable de se gérer elle-même. Fait qu'il voulait engager des gens pour s'occuper de différentes facettes de sa vie, pour l'aider comme dans sa bouffe, son ménage, ses papiers, son argent, etc. Puis, d'une quelconque manière, c'est Diazian qui a fini par être engagé pour s'occuper des finances de cette femme-là. Fouille-moi pourquoi, mais il a réussi à get cette job-là. Puis, 2 ans plus tard, cette femme-là est soudainement tombée gravement malade, puis elle a été amenée à l'urgence. Le personnel médical il a fait des tests, puis ils ont découvert qu'elle avait reçu une dose mortelle d'arsenic. Elle a survécu, mais ses organes vitaux ils ont été gravement affectés. La femme en question, elle raconte aux policiers qu'elle a commencé à se sentir pas bien après qu'elle ait mangé un repas servi par son employé Diazian la nuit passée. Puis elle se rappelle là, que c'était genre du poulet puis des légumes, puis qu'elle trouvait que le poulet et les légumes goûtaient un peu étrange, puis que Diazian était juste là, puis il la surveillait, puis il lui disait « Oublie pas, là, mange tous tes légumes, finis ton assiette. » OK. C'est super louche. La police a enquêté, mais par manque de preuves, aucune charge a été émise contre Diazian, puis l'enquête s'est terminée là. Moi, je pense qu'il a essayé de l'empoisonner pour avoir son argent. Hein? On n'est pas... oui, of course. Rendu à l'épisode 28, là, on commence à avoir non, c'est ça. Une cocologie de crimes, là, on commence à ah ouais, on voit les petits patterns classiques. Oui, on est plus dupes. Nous ne sommes pas dupes. En juin 1990, Diazian s'est pointé à l'Université de Californie, puis il a décidé de s'inscrire à un cours de biochimie donné par le professeur Charles Grissom. Puis tous ses camarades de classe à l'université l'adorent. Il le trouve super touchant avec son histoire que sa femme et ses enfants sont décédés dans un accident d'auto. Là, il le raconte à tout le monde. Là. Puis il le trouve full fin, full charismatique, nanana. Mais le professeur Grissom, lui, il trouvait ça louche. Il trouvait que Diazian, il manquait d'authenticité. Puis il avait de l'air trop heureux puis casual de raconter son passé tragique. Comme ça. Genre, il avait pas de l'air de quelqu'un marqué par une tragédie. Fait que le prof, il a voulu aller au bout de cette affaire-là, puis il a décidé de faire ses petites recherches. Parce que, tu sais, c'est un professeur, hein. Fait qu'il est allé à la bibliothèque, puis il a fouillé dans les archives des nouvelles de San José, où qui disait qu'il y avait eu l'accident d'auto, mais il a rien trouvé. Puis, tu sais, ce genre de nouvelles-là, ça l'aurait passé dans le journal moindrement. Tu sais, il y a eu un accident d'auto tragique, une femme et des enfants meurent, nanana. Rien. Aussi, ce qui ajoutait au côté louche aux yeux du professeur face à Diazian, c'est que lui, il avait tendance à convaincre ses amis de lui donner des échantillons de leur sang. Il convainquait le monde de leur donner un échantillon de sang, puis lui, il disait que c'était pour ses projets personnels, puis il aimait ça, puis ça l'aidait à se pratiquer, à des trucs de même. OK. Fait que, genre, tous ses camarades de classe, ils lui ont donné de leur sang, là. C'est complètement bizarre. OK. Ça veut revenir, là, mais toute sa vie, lui, Diazian, il collectait du sang de toutes les gens qu'il rencontrait ou qu'il fréquentait, là. Il y avait du sang de beaucoup, beaucoup de personnes dans des petites fioles. Genre, il aimait ça. C'était comme sa collection. Et bref, quand le professeur Grissom, il apprend ça, il est genre, OK, wow, minute, là, qui est cet homme complètement étrange? Il lui dit, cessons les dons de sang, là, cessons de collectionner le sang des autres, c'est pas correct. Trouve-toi un autre hobby. Après avoir été confronté face à ça, Diazian il a décidé de lâcher l'université puis de déménager à Utah. Il s'est inscrit en médecine à l'université d'Utah, mais il a tout de suite été renvoyé parce qu'il avait falsifié son bulletin, il avait inventé qu'il y avait eu des bourses d'études fédérales, puis il avait fait des fausses lettres de recommandation de professeur XY. Fait que Diazian est un escroc et son arme principale, c'est son charisme. Dans ce qui est le meilleur, là, son plus grand talent, c'est de manipuler des femmes pour leur argent. Malheureusement, c'est vraiment ça son arme fatale. Puis il va le faire toute sa vie, même pendant qu'il est marié à Girly Chew. En 1993, fait que ça c'est pendant son mariage, là, il y a une femme de 72 ans qu'on va appeler Lucy, c'est pas son vrai nom, mais on va l'appeler Lucy. Elle place une annonce dans le journal d'Albuquerque qui dit « Femme riche cherche un partenaire de fin de vie ». Quand même triste, mais bon. Elle place ça dans les petites annonces. Puis Diazian, lui, il saute sur l'occasion. C'est parfait comme contexte. C'est avant la rencontre de Girly Chew, ça? Non, pendant. OK. C'est l'année de leur mariage. OK, parfait. En 93. Fait que là,
Diazian, il contacte Lucy, puis elle tombe tout de suite sous le charme du docteur Hassenkopf, un jeune médecin plein d'ambition puis plein d'histoires à raconter. Lucy lui dit qu'elle a le cancer du sein, puis Diazian, il fait « Ah, mais j'ai un remède contre le cancer, moi! Moi, j'ai la leucémie en ce moment, puis c'est pour ça que je suis encore en vie, c'est parce que j'ai ce remède-là. » Puis là, Lucy, elle capote. Diazian, il lui dit « C'est un sérum qui peut même renverser le processus de vieillissement. Lucy pourrait donc être jeune à nouveau. » Ben oui! Voyons, cric. Ça me semble trop beau pour être vrai, mais, oui. Mais pour Lucy, c'est tout ce dont elle rêve. Mais c'est ça, il profite des petites personnes vulnérables. Ben oui. Ah, c'est triste. Ça, c'est juste un exemple. Hein. Ça doit être arrivé des milliers de fois, là, mais ouais. Fait que là, il dit qu'il a utilisé ce sérum-là sur lui. Fait que pour lui donner, il doit injecter son propre sang en Lucy. Comme dans fucking Vampire Diaries, OK? C'est comme ça dans Vampire Diaries, là. C'est complètement stupide. J'en reviens pas, là. Il s'est inspiré des livres, je sais pas, là, mais c'est comme ça aussi dans Vampire Diaries. Bref, ça m'a fait rire. Mais la pauvre Lucy, elle gobe tout. Et elle accepte de mettre Diazian comme son proche aidant. Puis de payer tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse vivre longtemps et rajeunir. Fait qu'elle signe des papiers officiels. Diazian, il devient son proche aidant officiel, fait qu'il peut prendre des décisions pour elle, il peut rester chez eux, tu sais, c'est fou, là. Ah, pauvre petite. Fait que pendant les 2 années qui suivent, Lucy a payé Diazian 25 000 $ par mois pour ses services. Pendant combien de temps, t'as dit? 2 ans. Holy shit. Puis tout ce que Diazian faisait, c'était de lui injecter son propre sang et de la vitamine B6. Fait que pendant 2 ans, il reste proche d'elle, il s'occupe d'elle, il l'injecte de ci pis de ça, il se confie à elle sur le décès de sa fille dans un accident d'auto, blablabla. Puis là, Lucy est touchée, puis elle l'aime, puis ils tissent une relation très proche. Puis là, Diazian, il lui confie que il a trouvé une manière de recréer des humains en laboratoire en utilisant des cheveux. Donc, il dit qu'il veut recréer sa propre fille en laboratoire pour la ramener à la vie. Oh my God. Fait que, tu sais, Lucy qui était complètement dévastée par la mort de la fille de Diazian, là, elle est genre « Yes, oh mon Dieu, je suis tellement contente pour toi, ta fille va revenir à la vie. » Puis là, Diazian, il dit « Oui, j'ai vraiment hâte, mais il me manque juste une maison pour élever ma fille, tu sais. Live, j'ai pas de maison, j'ai besoin d'une maison pour accueillir ma fille quand elle va revenir au monde. » Fait que Lucy, elle achète une maison à 2 étages à Albuquerque pour Diazian. Je comprends là ce que tu veux dire en début d'épisode. J'ai de la misère, là. Je suis comme, voyons donc, c'est écrit dans le ciel. I know. Qui fait revivre des gens pis qui a un sérum contre genre pour l'immortalité, là? Ça existe pas, là, ça là, madame. Non, je sais, pauvre petite Lucy. Mais cette maison-là, c'est la belle grande maison dans laquelle Diazian a déménagé avec Girly Chew. OK. Trop triste, là, vraiment triste. Il a vraiment profité d'une petite madame en fin de vie, là. Mais là, après 2-3 ans, là, la tumeur de Lucy, elle a doublé. Tu sais, elle se fait pas traiter en ce moment pour son cancer. Ben non. Puis ben, les gens proches de Lucy, ils commencent à se rendre compte que le fameux médecin qui s'occupe d'elle, ben il fait pas grand-chose parce que son état fait juste empirer. Fait que le fils de Lucy réussit enfin à la convaincre d'aller voir un autre docteur, un oncologue spécialisé en cancer. Puis il lui dit qu'elle a un cancer du sein de stade 3, puis qu'il lui reste tout au mieux 18 mois à vivre. C'est vraiment triste parce que si elle avait été traitée dès le début, ben, là, c'est ça. peut-être que ça l'aurait été autrement. En plus, c'était le cancer du sein qu'elle avait, tu sais, c'est comme un des cancers, me semble, qui se guérit le mieux, au moins, là. Ben oui, parce que tu peux te le faire enlever, tu sais. C'est pas comme un autre endroit, là, tu sais. Il y a plus de chances de survie. Ah, c'est trop triste. Fait que là, à ce stade-là, Lucy, elle a payé plus de 500 000 $ à Diazian. Oh my God. Le fils de Lucy, il a mis son pied à terre, là, puis il a réussi à devenir le représentant légal de sa mère en cours. Même si sa mère était complètement contre, il a réussi à prouver qu'elle est malade, elle a plus toute sa tête, non. Puis, ben, c'est son propre fils qui a rempli un ordre de restriction contre Diazian. Fait que l'ordre de restriction, là, que... Ouais. Girly, elle a trouvé, ben c'est pour cette femme-là. Puis Lucy est complètement dévastée parce qu'elle a mis tous ses espoirs, toute sa confiance envers cet homme-là. Puis là, elle est légalement comme empêchée de le voir. Puis elle est complètement bernée, là. Elle s'est fait laver le cerveau, là. Elle comprend pas. Elle a fini par tomber dans une dépression sévère.
Elle reste isolée toute seule chez elle, puis elle décède 6 mois plus tard, seule. Oh, c'est trop triste. Ouais, Pauvre c'est petite terrible. madame. Ah, ce que le monde y font pour avoir de l'argent, là, c'est épouvantable. Ouais. C'est tellement sans cœur, là, de... Tu sais, c'est une chose de voler, là, voler de l'argent, voler des biens, là, mais ça, c'est pire, là, c'est genre répandre le malheur autour de toi, puis profiter des gens, là, en tout cas, surtout des personnes âgées comme ça me fait de quoi? Je trouve ça tellement triste. Là, pour l'enquête du FBI, je sais pas si tu te rappelles, Girlie True, elle avait trouvé ça dans les affaires de son mari. Ben, le FBI a eu vent des agissements de Diazian en 1995 quand il a tenté d'acheter un bioréacteur à une société à Philadelphie, en Pennsylvanie. C'est comme une grosse machine étrange. Puis, ben lui, il disait que c'était comme prétexte de mener des expériences de croissance cellulaire. Mais là, la société a trouvé ça bizarre qu'un gars random veuille acheter ça pour mettre ça dans son sous-sol, genre. Ouais, c'est ça. Fait que la société et la compagnie en question ont refusé de lui vendre ce bioréacteur-là, puis ils ont contacté le FBI pour le mettre sous leur radar. Mais il a pas été arrêté, rien, parce que oui, c'est louche, mais je pense qu'il avait le droit d'essayer d'acheter ça. Fait que c'est pour ça qu'il est comme dans le système du FBI maintenant. On peut retourner à Girlie True, qui est entrée dans la chambre secrète de son mari, puis qui a compris tout ça, là, qui est complètement horrible. Puis, au lieu de prendre les jambes à son cou, elle décide de confronter Diazian à son retour à la maison. Et ça, là, je respecte son courage, vraiment, mais c'est dangereux. Mais en même temps, c'est vrai que... Non, c'est dangereux. Mais mettons, il y a rien qui prouve dans tout ce qu'elle a trouvé que... Tu sais, oui, il est menteur, manipulateur, il a du charisme, il a comme inventé plein d'affaires pis tout. Mais mettons, c'est pas comme si elle avait trouvé des corps dans la chambre, là. Tu sais, mettons, en faisant ça, elle a peut-être espoir au fond d'elle de le rendre à terre, là, puis qu'il se fasse comme prendre dans ses mensonges, puis qu'il avoue tout, là. Elle a pas, genre, nécessairement peur pour sa vie, mettons, ou pour... Ouais, puis peut-être qu'elle espère qu'il veut s'excuser, puis que c'est pas nécessairement la fin de leur relation, tu sais. Non, c'est ça. Donc, quand il revient du travail, elle l'accuse d'être un escroc, de lui avoir menti, de pas être un vrai médecin, de la tromper, de s'être inventé une vie, tu sais... Ah ouais, elle en a, là. Oui, elle a du matériel pour le confronter, là. Tu sais, c'est pas juste des petites intuitions. Fait que devant toutes ces accusations-là, Diazian, à la place d'avoir la réaction espérée, ben, il explose. Il commence à battre Girlie violemment, sans arrêt. Ça, là, pendant plusieurs jours, là. Pendant plusieurs jours, ça devient de la violence conjugale sans arrêt. C'est comme rendu ça leur relation. Girlie, elle a fait juste rester soumise à son mari. Elle a peur de lui, elle sait pas quoi faire, elle est comme figée. À un moment donné, une femme du nom de Shelley Abrams, elle a loué une chambre dans la maison des Hussencroft. Une fois, elle a entendu une scène de bataille, puis elle entendait Diazian frapper Girlie au visage à répétition, puis à l'étouffer même. Fait que là, Shirley est sortie pour voir, puis elle a vu Diazian traîner Girlie par terre dans leur chambre, puis de claquer la porte. Puis là, Shelley, on l'aime, là, elle a eu le bon réflexe, elle est tout de suite sortie aller voir le voisin Pedro, puis elle lui a dit qu'elle avait peur que Diazian tue Girlie, là. Tellement que ça avait de l'air intense, là, elle était certaine qu'il allait la tuer. Et Pedro, monsieur de 70 ans, on l'aime aussi. Lui, il attend pas une seconde, il court dans la maison des Hussencroft, puis il entre dans la chambre principale, direct. Là, il voit Diazian en train de tenir Girlie par la gorge contre le mur, puis il la frappe au visage. Pedro, il intervient entre les deux, il réussit à sauver Girlie puis lui dire « Enfuis-toi et appelle la police ». Puis c'est ce qu'elle fait tout de suite. Les policiers arrivent puis arrêtent immédiatement Diazian pour différentes offenses liées à la violence conjugale. J'aimerais te dire et vous dire que Diazian est allé en prison pour ce qu'il a fait et que l'histoire se termine ici. Mm-hmm. Mais malheureusement, et comme trop souvent, c'est pas ça qui s'est passé. Diazian, il a juste payé sa caution et le dossier n'est jamais allé en cours. Je sais pas si c'était des problèmes administratifs ou si c'est Girlie qui a lâché les poursuites, je sais pas trop, mais... je comprends, ouais. Un an après, les charges ont juste été abandonnées, puis il n'y a pas eu de suite à cette histoire-là. Mais ça arrive souvent, là, on le sait, dans des cas de violence conjugale, là. Mm-hmm. Tu sais, peut-être qu'elle voulait juste pas retourner en cours pour le revoir, là, aussi, là. Mais non, mais parce qu'elle est restée avec, là. Attends, elle s'est pas enfuie? Ben, elle s'est enfuie de la maison, mais elle s'est pas enfuie pour toujours, là. Elle est juste sortie appeler la police.
Oh non. Fait Non. que, tu sais, lui, il a juste payé sa caution, puis il est revenu avec, puis il a réussi à la reconvaincre de retourner avec, là. OK. Fait que là, elle est juste coincée là, désespérée. Elle connaît personne. Elle a ses amis de job, mais elle est toute seule là, aux États-Unis, là, puis elle parle pas parfaitement anglais, tu sais. Elle se sent vraiment seule, puis pognée avec lui. Dayazian est vraiment restée dans sa vie comme une mauvaise herbe, là, un virus qui a gardé son emprise sur elle, puis leur relation a juste commencé à aller de pire en pire. La violence conjugale est devenue une habitude, qui était pas du tout le cas au début, puis Gurley a juste subi, encaissé. Une nuit de janvier 1999, les deux y écoutaient la télé quand Dayazian, out of the blue, là, il a demandé à Gurley un service. Il lui a dit que le lendemain, il devait faire des commissions puis qu'il aimerait qu'elle aille le rejoindre au Hyatt Hotel. Genre, lui, il allait être parti, mais il voudrait qu'elle apprenne sa voiture puis qu'elle le rejoigne là-bas à l'hôtel pour l'aider pour une commission X ou Y. Puis il arrête pas de dire « Faut que tu prennes l'autoroute. Prends l'autoroute pour te rendre à l'hôtel. C'est très important. » Okay. Là, Gurley est comme « OK, je peux bien aller t'aider au Hyatt Hotel. I don't care. » Mais là, quelques secondes ou minutes après qu'elle ait accepté, Dayazian, il se lève, puis Gurley, elle l'entend marcher jusqu'au garage de leur maison. Elle décide de subtilement le suivre, puis elle arrive dans le garage, puis elle voit Dayazian qui est penchée sous sa BMW en train de trafiquer ses pneus de la voiture de Gurley. Elle lui a dit « Demain, prends ton auto et va sur l'autoroute, s'il te plaît. » Puis après ça, tout de suite après, elle est en train de trafiquer son char. Ben voyons donc. Fait que là, genre, elle lui demande littéralement « Est-ce que t'es en train d'essayer de me tuer? » T'es en train de me dire que tu veux que je prenne l'autoroute, puis là, tu taponnes les freins de mon char puis les pneus de mon char. Là. Puis, ben, sa réponse qui peut équivaloir à un « oui », c'est qu'il se jette sur elle, puis la pitche au sol, puis il commence à la battre. Oh my God. Mais malgré que Dayazian a tout son corps sur elle, Gurley a réussi à peser sur le bouton qui ouvre la porte de garage, puis là, elle se glisse en dessous, puis a réussi à s'enfuir jusqu'à la maison de Pedro, le pauvre voisin qui est comme mêlé à cette histoire de fou-là, mais qui est un héros en même temps, on l'aime beaucoup. Fait que là, elle court jusqu'à chez Pedro, mais Dayazian, il la suit de vraiment pas très loin. Pedro, il ouvre la porte juste à temps, puis la referme juste avant que Dayazian entre à son tour. Puis là, il crie à Gurley d'aller se cacher dans sa maison. Mais là, Dayazian, il se laisse pas faire, puis il force son entrée chez Pedro, puis il commence à battre Pedro, puis à le menacer, genre « Dis-moi où est Gurley, dis-moi où elle est, blablabla. » Mais Pedro, il dit rien. Pauvre monsieur, là, il a 70 ans, là. Ouais. La police finit par arriver, puis à maîtriser Dayazian. Les policiers accompagnent Gurley jusqu'à la maison des Hussenkopf. Ils l'aident à rassembler toutes ses affaires, puis ils l'aident aussi à remplir un ordre de restriction contre Dayazian. Fait qu'au moins, là, elle est genre, c'est fini, je m'en vais de là pour de bon. Elle a enfin pris son courage à deux mains, puis choisi de quitter cette relation abusive. Une chance. S'il te plaît, ne reviens pas avec lui. Je suis pas trop au courant exactement du côté judiciaire de tout ça. Je pense pas qu'il y ait eu de poursuite légale autre que l'ordre de restriction contre Dayazian. Mais bref, Gurley a loué un petit appartement à quelques kilomètres de où elle habitait, dans un complexe avec un gardien puis une barrière, au bloc 8400 sur la Spain Road. Fait que c'est un immeuble sécurisé. Puis est-ce qu'elle est avec son fils, là? À ce moment-là, ou... Je vais y revenir. OK, parfait. Mais là, pour l'instant, elle l'a laissé avec Dayazian. Elle s'est enfuie toute seule. OK, parfait. Fait que là, oui, elle déménage dans un immeuble sécurisé avec un gardien, avec une gate, blablabla. Puis elle dit à personne, sauf un de ses collègues qui l'a aidé à déménager, qui s'appelle Jessie. Mais elle dit à personne où qu'elle habite, pour être sûre que Dayazian ne la retrouve pas. Elle dit à ses collègues à la banque, là, qu'elle a un ordre de restriction contre son mari, puis qui veut la tuer. Puis elle dit que si jamais elle est en retard ou qu'elle répond pas au téléphone, ben d'assumer le pire puis de tout de suite appeler la police, puis que c'est probablement parce que son mari veut l'avoir tuée. C'est fou, là. Ben oui. Elle a aussi commencé à prendre des cours de karaté pour se défendre, mais en tout cas, girl boss, cette Gurley, là, elle prend toutes les mesures nécessaires. Là. On dirait que, oui, elle a peut-être attendu longtemps, mais maintenant, là, tout déboule d'une shot, puis elle prend toutes les mesures pour se protéger. Ben tant mieux. Tant mieux, bravo. Puis là, elle entame les procédures judiciaires pour son divorce contre Dayazian, puis elle demande la garde de son enfant, Dimitri. Maintenant, il y a 3 ans, le petit garçon. Puis elle demande aussi la moitié des biens de Dayazian, parce que c'est son droit en tant que femme mariée. Puis tu sais, elle a littéralement
abandonné toute sa vie en Malaisie pour lui. Elle a tout abandonné pour lui. Elle peut bien réclamer la moitié de ses biens, après tout ce qu'il lui a fait vivre, puis tous les mensonges qu'il lui a dit. Puis là, c'est le petit bout de mon histoire qui est un peu fâchant parce que j'ai vraiment essayé de trouver pourquoi, là, mais c'est pas clair. Mais les demandes de Gurley n'ont pas fonctionné, elle a pas gagné, bref. Puis elle a rien reçu de la part de Dayazian. Puis je pense qu'il l'a menacée, là, mais même qu'elle a pas eu le choix de signer un document légal qui lui retirait tout droit parentaux face à son fils Dimitri. Oh non! J'ai vraiment pas compris exactement pourquoi. Mais elle a aucun droit sur lui, puis elle doit payer 100$ par mois en pension alimentaire à Dayazian. Tu me niaises. Alors que c'est elle qui a genre tout vécu ça, puis que Ben oui. Le nombre de trucs qu'il y a eu contre lui. Ben oui. L'homme violent qui a tout l'argent, tout le pouvoir, il a juste tout gagné, tout gardé au final. Ouais, classique. Fait que là, Gurley, elle se ramasse sans son fils, elle vit toute seule dans la peur, mais au moins, elle se contente du fait qu'elle est plus avec ce gars-là fou malade. Mais il la lâche pas. Il appelle la banque où elle travaille sans arrêt. Il la harcèle non-stop. Puis 2 fois, en revenant de la job, quand elle marchait dans le stationnement, elle a vu son auto avec le pare-brise complètement défoncé. Fait qu'il allait péter son char. Dieu. Complètement crackpot. Complètement crackpot. Ouais. Dayazian, il a finalement été arrêté pour avoir violé l'ordre de restriction contre Gurley parce qu'il arrêtait pas de la harceler puis d'aller péter son char. Puis sur sa mugshot, il sourit fièrement. Comme un fou. Voyons donc. Il fait pas de prison, par contre. Encore une fois, il paye sa caution, puis il reprend sa vie comme si de rien n'était. Et c'est peu de temps après qu'il fait la rencontre d'une nouvelle femme, puis il commence, ou peut-être juste en apparence, mais il a de l'air d'enfin move on de Gurley, grâce à sa nouvelle rencontre. Cette femme est Linda Henning, elle a 45 ans, puis il l'a rencontrée dans une conférence sur les ovnis donnée par David Icke. Est-ce que tu sais c'est qui, David Icke? Je suis pas sûre. T'as peut-être déjà vu sa face, là, mais c'est un conspirationniste. Ok, mais sûrement que j'ai déjà vu sa face si je le voyais, là. Mais, lui, il pense que la famille royale britannique, c'est des reptiliens. Il pense que le monde est contrôlé par des lézards. Il croit aux Illuminati. Oui. Ouais, il dit même que les Juifs ont financé l'Holocauste, là. C'est super. Ouais, super. Fait que c'est dans ce merveilleux environnement qu'il a rencontré Linda. C'est super. Puis, ben... Je l'aime déjà, Linda. Je l'aime déjà. Linda. Les deux tombent directement amoureux l'un de l'autre. Ils ont plein de points en commun. Les deux adorent les théories conspirationnistes, les ovnis, les reptiliens, etc. Une semaine après leur rencontre, Linda laisse son fiancé pour Dayazian. Elle était fiancée à un autre homme, puis elle le dompe là pour ce gars-là. Puis elle l'a pas laissé de manière douce, là. Elle a envoyé Dayazian puis un ami à lui du nom de Bill Miller. Puis les deux, ils ont sorti de force son fiancé de la maison qu'il partageait avec Linda. Genre, ils l'ont juste kick out de sa maison. C'est vraiment chiant. Qui fait ça? Ouais, elle devait déjà avoir un problème, là, voyons donc. Ouais, pauvre gars, j'en reviens pas. Mettons, je te laisse, ça passait pas, genre, ça fonctionnait pas. C'était pas nécessaire. Mais c'est fou comment il est charismatique et manipulateur, là. Tu sais, pour qu'une femme veuille, genre, décalisser son fiancé de là en une semaine. Puis en plus, là, il est même pas beau, je comprends pas, là. Genre, il doit avoir un pouvoir de manipulation quelconque, là, genre, de contrôle avec la télépathie, là. Genre, il est vraiment laid, là. Le charisme et la beauté, c'est pas nécessairement lié, là. C'est vrai. Mais il y a une face à battre, là. Oh mon Dieu, il mériterait une petite volée, là, une petite gifle, quelque chose. Là, parce que, oh là là. J'ai hâte de voir une photo, on dirait. Une autre semaine plus tard, Dayazian et Linda sont fiancés. Puis peu à peu, Dayazian il réussit à convaincre Linda qu'il est un alien de 2000 ans. Puis que... Ouais. OK, sortons un petit rire pour qu'on move on après. C'est ça, attends un peu, là, ça veut pas être ça le début de l'introduction de... Oh mon Dieu! Il réussit à convaincre Linda qu'il est un alien de 2000 ans. Oui, puis que c'est sérum miracle qui lui font garder son apparence humaine jeune. Il y a aucun mot dans cette phrase qui a du sens. Je suis désolée, mais c'est
C'est ce qu'il lui a dit. Et il dit Super. aussi que les aliens lézards contrôlent le gouvernement, puis que c'est peut-être les reptiliens, là, c'est peut-être la traduction, là, Alien Lizards, mais peut-être c'est reptilien en français qu'on dit, là, mais Ouais, bref. ouais. Un peuple reptilien quelconque contrôle le gouvernement, puis qu'un jour, ils vont tuer le 2 tiers de la population en empoisonnant l'eau potable. D'accord. Tu sais, ça commence, là... Ben, en fait, ça commence plus, là. C'est ridicule depuis un moyen temps, là. Mais ouais, elle, Linda, elle gobe tout ce que Diazian lui dit. En même temps, s'il l'a rencontré comme dans la conférence de Conspiration Lézard, Ouais. Of Mais- course, là. Mais tu sais, les gens disent de Linda qu'elle a toujours été fascinée par les ovnis puis les trucs de même. Tu sais, elle aimait ça, un peu l'occulte et ces affaires-là. Mhm. Mais jamais c'était aussi intense que ça. Puis que sa rencontre avec Diazian a comme déclenché de quoi chez elle qui l'a rendue complètement dingo, là. Ils disent qu'elle est pognée dans une toile d'araignée de mensonges de Diazian, là, puis elle est complètement sous son charme, puis elle est méconnaissable, là, parce que, tu sais, elle avait plein d'amis, elle a une famille, puis ils sont comme, ben, elle était bien normale, là. Genre, oui, peut-être qu'elle aimait croire aux extraterrestres, là, mais jamais elle pensait que, genre, le peuple reptilien allait contrôler le monde, là, puis Non, c'est ça. que son chum, c'est un alien de 2000 ans. C'est ça. Mais là, à ce moment-là, là, Diazian, là, j'ai de la misère à le dire aussi, mais est-ce que il est encore médecin? Je veux dire, est-ce qu'il il fait encore toutes ses fausses jobs ou il fait quoi, là, de sa vie? Il travaille au Tim Hortons? Je sais pas, il convainc du monde des investisseurs décider ça. OK. Mais, tu sais, quand il part, là, au travail, là, tu sais, il veut voir d'autres madames, là. Genre, il est pas en train de travailler, là. Non, je comprends. Genre, il y a pas Fait de que vrai job. Je suis juste en train de me dire, dans le fond, OK, il continue de faire ses escroqueries, mettons, puis de se Ouais. faire de l'argent sur le dos du monde, puis... OK. Ouais. Il profite des autres, puis c'est pour ça qu'il y a plein de femmes, puis qu'il habite chez le monde, puis tout, parce qu'il y a comme rien à lui, là. Il fait juste profiter de l'argent des autres. Mais ouais, comme je disais, les amis de Linda, ils s'inquiètent de son comportement. Son ex-fiancé, là, le pauvre gars, a dit à un ami en commun que elle avait cessé de se changer puis de se laver, puis que elle trouvait que... En fait, lui, il dit qu'elle pense qu'elle a un déséquilibre psychique, là. Il pense qu'elle a un problème mental quelconque, là. Tu sais, elle a arrêté de se laver, là. Et comme Hey boy. rendue ailleurs, là. Puis elle commence à pousser ses amis à utiliser les traitements miracles de Diazian. Puis elle leur dit là, que c'est un extraterrestre vieux de 2000 ans, puis qu'il lui a promis qu'elle allait avoir des pouvoirs magiques, puis que les extraterrestres allaient contrôler le monde. Puis elle dit à ses amis que son chum veut lui donner le pouvoir, puis qu'elle va devenir la reine des reptiles, genre. Mais mettons, ses amis, là, quand ils entendent ça, sont pas complètement traumatisés? Ils sont pas genre, au secours, faut faire quelque chose? Je sais pas, mais genre, Chris, si un jour je te dis ça, là, attache-moi. Attache-moi, puis... Je t'attache dans une pièce, puis genre, je te laisse sortir juste quand t'as repris tes esprits, là. Oui, genre, frappe-moi sur la tête quelque chose, là. Parce que, non, Hey, là. pauvre Linda, ça va pas, là. Ouais. OK. Fait que là, pendant les déloulous à Linda, ben son ex-fiancé, il engage un détective privé pour enquêter sur Diazian. Parce que lui, il se dit, là, ça n'a pas rapport. Oh, Là, tu sais. shit. Il aimait cette femme-là, puis du jour au lendemain, elle est devenue fucked up. C'est sûrement Ouais. parce que son nouveau chum, il est louche, tu sais. Ben, clairement, bravo. Bravo à cet homme. Ouais. Puis le détective privé, il trouve les mêmes choses que Gurley avait trouvées dans la chambre secrète, là. Ça n'a pas été trop long qu'il a appris tout le passé d'escroquerie et de charlatan de Diazian. Fait que là, l'ex-fiancé, désolé, j'ai pas trouvé son nom, là, mais l'ex-fiancé va voir Linda, puis il lui dit « Check, là, il lui montre les preuves, là. Il est genre, ton chum, c'est un fou furieux, là. Il t'a menti, c'est même pas son vrai nom, non. » Mais Linda, tu sais, il est trop tard. Elle est complètement Il est trop bernée. tard. Mais oui, Ouais. elle est rendue au point où elle veut devenir la reine des reptiles, là. Non, c'est ça, là. C'est pas un petit mensonge qui va lui faire peur, là. Exactement. Puis elle finit même par dire « Même si c'est vrai, je m'en fous. » Fait qu'elle est comme tellement rendue loin qu'elle est genre « Je m'en fous même si c'est pas vrai. » Genre, on dirait qu'elle aime mieux y croire, comme. C'est comme si tu me disais le Père Noël n'existe pas, puis j'étais comme « Non, je m'en fous, même si c'est vrai, je veux continuer à y croire, tu sais. » Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends. Tu sais, ça me fait tellement peur à quel point Diazian est influençable, là, genre. À quel point il serait capable de nous convaincre, nous, je serais curieuse. À quel point. Tu sais, c'était du monde moindrement normaux, là. Genre,
qui a embarqué Non, dans ces idées bizarres. Ben, là. c'est comme n'importe quel gourou de secte qui s'en prennent Ouais. comme à des personnes ciblées puis qui deviennent complètement... Genre, il aurait vraiment pu avoir une secte, ce gars-là. Là. Ben oui. Il y avait tout pour en avoir une. Mais pendant tout ça, là, sa nouvelle relation avec Linda, puis ses mensonges à pu finir, ben, il y a Dimitri, là. Genre, Dayazian, il a un fils, là. Puis, il est tanné de s'en occuper. Chaque fois, il passe à ses voisins, puis là, quand les voisins sont tannés de s'occuper de lui, il va voir un autre voisin, après ça, un couple d'amis, un autre couple d'amis. Mais tout le monde, à un moment donné, sont genre « Hey, là, c'est beau de le garder quelques fois, mais c'est ton gars, on peut pas s'en occuper tout le temps, surtout que tu nous payes pas rien. » Puis, à force de le passer à l'autre et à l'autre, ben, il y a plus de ressources, il a flambé toutes ses cartes de bon samaritain de son voisinage. Fait que Dayazian, là, qui s'est battu pour avoir la garde de son enfant puis qui a bloqué tout accès parentaux à Gurley, au lieu de leur donner à Gurley, là, il aime mieux trouver une autre solution parce qu'il veut pas la laisser gagner. Fait qu'il décide de mettre Dimitri en adoption. Il aime mieux mettre son fils en adoption que de le laisser vivre avec sa mère adoptive, mais sa vraie mère, là, tu sais, qui l'a connue toute son enfance. Oui. Esti. Dayazian rencontre une employée du centre d'adoption avec qui il veut faire affaire, qui s'appelle Vanda. Puis là, il essaie de mettre son charme sur elle. Il lui dit que c'est un homme mourant, qu'il a la leucémie, puis qu'il peut pas s'occuper de son fils, puis qu'il a le cœur brisé, mais il veut lui donner une vie meilleure. Blablabla, bla, bla. Fait que c'est pour ça qu'il veut le mettre en adoption. Puis ben là, le service d'adoption demande plein de papiers légaux, puis Dayazian, il donne ce qu'il peut. Un certificat de naissance qui dit que les parents de Dimitri sont Gurley et Dayazian, mais il n'y a pas de document qui peut fournir qui est la vraie mère biologique ou le vrai père biologique. Il y a juste une preuve des parents adoptifs. Puis ça, c'est louche parce que c'est comme... Si tu l'avais adopté dans un vrai centre, il t'aurait donné au moins... Oui, c'est ça. Puis on n'a jamais su, à date, dans ce que tu nous as dit, on n'a jamais su, il l'a pogné où, ce Dimitri-là. Là. Exactement. Puis il y a aussi... Aucun papier médical qui met la vraie date de naissance du bébé, ni toute preuve médicale quelconque de son premier mois de vie. Parce que, tu sais, quand t'es un bébé naissant, tu vas à l'hôpital tout le temps faire des check-ups de ci, de ça, mais il n'y a aucun reçu, aucune preuve, aucun dossier qui date du premier mois de vie de Dimitri. Vanda, elle n'est pas dupe. Elle, là, elle le voit les drapeaux rouges, là. Ben, clairement. Fait que là, elle est genre, Dayazian, là, dis-moi les vraies affaires. Explique-moi pourquoi il te manque plein de papiers. C'est vraiment louche, là. Ben oui. Fait que là, Dayazian, il est genre... OK, Gurley n'est pas la mère biologique du petit gars. Je suis un génie, en fait. C'est ça la raison. Je suis un génie et j'ai fécondé un œuf donné par une femme asiatique en laboratoire et j'ai fait grandir ce bébé en laboratoire moi-même. Il regarde la petite Vanda dans le blanc des yeux, puis il lui dit ça. Oh mon Dieu! Et je suis un alien de 2000 ans. Quasiment, là. Mais bon, elle est pas très impressionnable facilement, la petite Vanda. Et pour elle, c'est une alarme, là. Le plus gros red flag de la planète. Au secours, appelle la police, dit genre j'ai un enfant qu'on sait pas il a été trouvé où, là. Ben c'est ça. Là, elle a fait ses petites recherches, puis elle se rend compte que Dayazian, il a même pas la leucémie. Fait que, tout après sa rencontre avec lui, elle appelle directement le FBI. Même pas la police de quartier, là, le FBI. Ouais, bravo. Elle dit qu'il y a un homme complètement fou qui essaie de donner un bébé en adoption, mais elle pense qu'il a kidnappé le bébé, parce qu'il y a des explications bidons, puis ça l'arrive quand même des fois, là, faut faire attention, il y a du monde qui essaie de revendre des bébés qui ont en fait kidnappé pour avoir de l'argent. Fait que c'est une procédure à suivre et tout. Et là, je ne sais pas comment c'est possible, mais pendant les démarches à la police que Vanda fait, le processus d'adoption y était envoyé puis il a été accepté ailleurs. Fait qu'elle a comme pas eu le temps de bloquer le processus d'adoption. Genre, ça s'est passé comme simultanément. Je sais pas si c'était au même centre d'adoption, mais c'est comme la machine qui a juste accepté, ou si Dayazian est allé voir ailleurs. Mais la demande dans le système a été acceptée. Oh non... Mais ça peut être accepté même si c'est genre en enquête en cours, là. Peut-être que c'est plus, elle est allée de son bord, elle a appelé la police, mais elle a comme pas pensé
arrêter le processus, genre de le mettre sur pause. Il y a plein d'employés là, à ce centre d'adoption-là. Puis peut-être que c'était rendu au gouvernement, puis ils ont juste dit « Ah ben oui, fine ». Ou peut-être qu'il est juste allé ailleurs, dans un autre service d'adoption. Mais tout ça pour dire que le 27 août 1999, Dimitri a été adopté par une autre famille. Puis ben, pour Girly Chew, c'est la confirmation qu'il n'avait plus jamais revoir son fils. On va apprendre plus tard, là, mais je savais comme pas où le plugger, mais Dimitri, c'est en fait un enfant illégitime de Dayazian et une femme japonaise au Canada. Fait que dans une de ses nombreuses relations extra-conjugales qui allaient jusqu'au Canada, là, il y a eu un enfant illégitime, puis il l'a ramené avec Girly. Parlant de Girly, on va retourner à elle. Malgré que Dayazian a fait de nombreuses victimes à travers les années, Girly va malheureusement rester sa plus grande victime. Le 9 septembre 1999, Girly quitte sa job et conduit jusqu'à son appartement. Elle s'arrête en route pour poster une lettre adressée à ses parents en Malaisie, puis après, elle arrive chez eux. À 19h03, elle appelle sa compagnie téléphonique et son bon ami Ernie l'appelle peu de temps après, mais elle répond pas. Il la rappelle plusieurs fois, mais Girly répond jamais. L'appel téléphonique à 19h03 à sa compagnie de téléphone va être la dernière trace qu'on aura de Girly. Le lendemain, elle se pointe pas au travail. Rendue à 8h15 du matin, sa boss Cathy appelle la police parce qu'elle sait bien les avertissements que Girly lui avait dit. Si jamais je suis en retard, appelle directement à la police. Puis là, tous les employés craignent le pire. Jesse, le collègue de travail, va directement chez Girly pour aller vérifier si elle est là. Il arrive vers 8h30 du matin, puis il remarque que sa voiture est toujours stationnée à sa place dans le stationnement de l'immeuble. Puis il cogne, mais personne ne répond. Finalement, le gardien laisse entrer Jesse, le gardien de l'immeuble, puis rien n'est manquant aux différentes dans l'appartement, mais il est vide, il n'y a pas Girly à l'intérieur. La seule chose qui cloche, c'est qu'il y a 3 grosses taches un peu mouillées, un peu comme bleachées, mouillées sur la moquette orange du plancher de l'appartement. C'est comme si on avait lavé le tapis avec un genre de nettoyeur à vapeur puis du bleach. Oh boy, c'est louche. On commence tout de suite les recherches pour une femme disparue. Girly est tout de suite considérée comme disparue. Puis peu de temps après, le short rose et orange et le chemisier vert et blanc de Girly tachés de sang ont été découverts le long de l'autoroute 60 au sud-est de Belen, au Nouveau-Mexique. Les vêtements avaient été enveloppés dans une bâche grise tachée de sang elle aussi, ainsi que dans du ruban adhésif auquel était attachée une mèche de cheveux noire. On a aussi retrouvé le sac à main de Girly qui a été jeté dans une rue voisine. Il pouvait pas la laisser tranquille, là. Non. Elle était plus dans sa vie. Pendant qu'on a retrouvé les effets personnels ensanglantés de Girly sur le bord de la rue, les policiers fouillent l'appartement de Girly, puis ils trouvent des poils de chat, mais Girly, elle possède pas de chat. Les policiers interrogent Jesse et le gardien, puis le nom de Dayazian, il sort sans arrêt. Tout le monde dit, c'est sûr qu'il y a quelque chose à voir avec ça. Fait qu'ils se rendent immédiatement chez lui. Arrivé à sa maison, la porte est grande ouverte. Puis la maison est entièrement vidée. Il n'y a plus rien, aucun meuble, aucune vaisselle, rien. Comme si personne n'habitait là depuis des années ou que la maison était à vendre, là, complètement vidée. Fait que là, il est évidemment le principal suspect sur la disparition de Girly. Puis les policiers essayent de trouver quelqu'un proche de Dayazian qui pourrait les aider à le retrouver, à leur dire où est-ce qu'il traîne d'habitude, quelqu'un qui connaîtrait Dayazian. Puis ben c'est là qu'ils apprennent l'existence de Linda Henning, sa nouvelle fiancée conspirationniste. Le 12 septembre 1999, ils vont l'interroger, mais Linda a dit ne rien savoir sur l'existence même d'une certaine Girly Chew ou quoi que ce soit par rapport à sa disparition. Elle dit que c'est juste la proche aidante de Dayazian vu qu'il souffre de leucémie, puis que ça fait longtemps qu'elle l'a vu. Mais on sait que c'est faux, là, c'était sa fiancée, puis elle était éperdument amoureuse de lui. Là. Mais bon, les policiers la trouvent louche, mais leur priorité en ce moment, c'est de trouver Dayazian. 2 jours plus tard, la police reçoit 3 appels séparés de différentes femmes qui rapportent aux policiers que Dayazian vient de les appeler, puis qu'ils les menacent, puis ils ont peur. Fait que là, ils sont genre « Ah, parfait! » Quand la 3e femme appelle, la police, cette femme-là s'appelle Ruby, puis là,
il demande à Ruby de rappeler Diane pour essayer de retracer son appel. Tu sais, elle venait juste de raccrocher, elle a appelé la police, elle dit Diane, une menace, j'ai peur. Ils sont comme OK, rappelle-la tout de suite, on va retracer l'appel. Fait que là, Ruby a fait le fameux étoile 69 pour obtenir le dernier numéro de téléphone qui a appelé à la résidence. Puis, le numéro affiché commence par 843. Puis ça, c'est le code régional de Charleston, en Caroline du Sud. Les policiers réussissent à traquer le numéro de téléphone jusqu'à sa localisation exacte. Puis, Diane, il a déménagé en Caroline du Sud dans une nouvelle maison avec une autre femme du nom de Cheryl Culp. Parce que, tu sais, Diane, il y avait pas mal d'aventures probablement partout aux États-Unis, puis il s'arrangeait pour avoir un pied à terre un peu partout, puis s'il est dans merde, il pouvait aller visiter une telle, puis une telle, tu sais. Ouais, c'est clair. Le 22 septembre, Diane est arrêtée pour 3 chefs d'accusation suite aux menaces qu'il a fait par téléphone à ces femmes-là. Parce qu'ils ont comme rien pour le prouver d'avoir kidnappé ou fait quoi que ce soit à Gurley, fait qu'ils le retiennent sur des charges de menaces quelconques. Fait que c'est parfait, au moins il est en détention. La police obtient un mandat de perquisition à sa nouvelle maison en Caroline du Sud, puis ils trouvent là-bas des fioles de sang, parce que tu sais, ils collectionnent plein d'affaires bizarres, là. Non. Mm-hmm. Ils trouvent le carnet d'adresse de Gurley, ses cartes d'identité, puis un nettoyeur à vapeur, comme les genres de traces étranges retrouvées chez elle. Uh-huh. Ensuite, les résultats des tests effectués sur les objets dans l'appartement de Gurley sont arrivés, puis la police a été surprise par ce qu'elle a trouvé. Comme ils s'attendaient, le sang et les cheveux de Gurley avaient été trouvés un peu partout, mais il y a aussi l'ADN d'une autre personne. Puis ce n'est pas celle de Diane, c'est celle de Linda Henning. Non. En Caroline du Sud, là. Non, dans l'appartement de Gurley. Ils ont retrouvé du sang de Gurley, des cheveux de Gurley, mais aussi du sang de Linda. Ah, tabarouette. Puis sur le ruban adhésif retrouvé sur le bord de l'autoroute, là, avec son linge ensanglanté, il y avait un long cheveu noir. Eh bien, c'était celui de Linda, pas celui de Gurley. Ah, mon Dieu. C'est donc là qu'ils décident de fouiller la maison de Linda. Puis ils trouvent une facture qui montre qu'un sabre de ninja a été acheté par Diane le jour de la disparition de Gurley. Genre les sabres de samouraï, là? Ouais. De Ninja Turtle, je sais pas trop. Ce fameux sabre de ninja, il a été retrouvé caché dans le plafond du garage de Linda. Ah, puis aussi, Linda, elle a plein de chats chez eux. Ah, boy. Puis, tu sais, ils ont retrouvé des chats, des pannes de chats chez Gurley. Mm-hmm. Fait que là, c'est clair comme de l'eau de roche que Linda aurait aidé ou du moins participé. C'est sûr. À l'enlèvement de Gurley. Oui. On pense aussi que Bill Miller, là, l'ami de Diane, je sais pas si tu te rappelles, là, c'était lui qui avait aidé à kick-out l'ex-fiancé de Linda. Là. En tout cas, il n'est pas si important de ça dans l'histoire, là, mais on réussit aussi à trouver qu'il a participé à ce kidnapping-là. Je vais y revenir. Fait que là, les policiers se disent Diane a probablement tué Gurley, mais avec l'aide de ses complices Linda et Bill Miller. Pour éviter un long procès et une éventuelle condamnation à mort, le 14 janvier 2002, Diane plaide coupable au meurtre de Gurley Chu. Il a été condamné à la prison à perpétuité plus 61 ans. Puis, avec aussi l'entente de plaidoyer pour pas avoir la peine de mort, il a aussi accepté d'amener les autorités jusqu'au corps de Gurley. Parce qu'il y a encore, à ce jour, au moment du procès, là, ils ont pas le corps de Gurley. Linda Henning, elle, par contre, elle refuse tout accord de plaidoyer, puis elle insiste sur le fait que c'est une victime qui a été utilisée puis manipulée par les ordres maléfiques de Diane, fait qu'elle, elle plaide non coupable. Donc, elle a un long procès et tout, qui a commencé le 1er octobre 2002, puis c'est un procès historique parce que Linda a été la première femme dans l'histoire du Nouveau-Mexique à faire face à la peine de mort. C'est parce que là, à cause qu'elle a plaidé non coupable, la peine de mort est sur la table. Ben oui. Elle témoigne qu'elle croyait devoir vaincre des reines extraterrestres. Puis elle fait plein de dessins d'extraterrestres, puis elle a de l'air dans sa bulle, puis de même pas se rendre compte qu'il était un procès. Elle a de l'air complètement cray-cray. Mm-hmm. Elle dit que Diane l'a convaincue que Gurley, c'était la reine des extraterrestres, puis qu'elle devait la tuer pour devenir la reine à son tour. OK, mais elle a-tu genre été évaluée, là, genre par un psychiatre ou quelque chose? Avant de faire ce procès-là, genre quoi? Elle a été jugée apte à subir un procès. Ah oui, OK. Là, les proches de Linda, ils ont témoigné à son procès, puis eux, ils insistent sur le fait qu'elle a sûrement été droguée ou manipulée par un lavage de cerveau quelconque par Diane, parce que elle était pas du tout comme ça avant,
puis que son comportement il a complètement changé après le début de leur relation, puis qu'avant d'être avec Diazian, elle avait jamais eu aucun problème avec la justice ou quoi que ce soit. Puis c'est là que, à la surprise générale, la défense de Linda a appelé à témoigner Diazian Hassenkopf. Il est venu à la barre des témoins. Et la laille. Quand même vraiment surprenant. Dans un témoignage vraiment épeurant qui fait froid dans le dos, là, genre, c'est vraiment épeurant, là. Je vais mettre un lien YouTube si vous voulez l'entendre. C'est là qu'il décrit le meurtre de Gurley. Je vais lire un petit extrait traduit, là, mais il dit « Gurley savait qu'elle allait être chassée comme le chien qu'elle était. Et oui, elle était comme un lapin effrayé dans un champ ouvert. Elle savait. » Mais Seigneur. Il m'écœure. En plus, il y a une voix toute aiguë, nasillarde, là. Il parle comme ça, là. Oh, Ah ben. je l'aille. Oh. Je l'aille vraiment. Puis là, lui, il dit que c'est Diazian qui s'est rendu lui-même à l'appartement de son ex-femme avec une heure qu'il avait prévue d'avance le 9 septembre, puis que c'est lui qui a essayé de laver la scène de crime, de nettoyer le sang, puis toutes les preuves laissées sur les lieux, après l'avoir tué, là. Il dit après qu'il est retourné chez lui, puis que c'est là qu'il a trouvé un flacon de sang réfrigéré, puis ce sang-là, c'était d'une femme qui se rappelait même plus de son nom. Puis qu'il a décidé, je vais utiliser ce sang-là pour framer la scène de crime, puis faire passer le meurtre sur cette femme-là en question. Il l'avait-tu trouvé, ce sang-là, sur la scène du crime? Ben attends, j'ai pas fini. Ah, ok. Mais je voulais juste rappeler qu'il collectionnait le sang de plein de monde. C'est ça. Fait que c'était sûrement une des madames qu'il avait rencontrées, il avait gardé son sang. Fait qu'il a décidé, je vais mettre son sang à elle sur la scène de crime. Mais là, après ça, il dit que dans l'auto, la fiole s'est brisée, puis qu'il a pas pu la verser dans l'appartement de Gurley. Fait qu'il dit qu'il a donc choisi de prendre le sang de Linda à la place, puis qu'il aurait essayé de le diluer avec de l'eau de Javel pour empêcher qu'on retrace l'ADN du sang à celle de Linda. Mais que ça n'aurait pas marché, évidemment, parce que c'est complètement stupide, puis que c'est pour ça qu'il y aurait le sang de Linda sur la scène du crime. En tout cas, il y a comme une explication complètement fuckée pour dire que c'est lui qui aurait planté le sang. Pour essayer de défendre Linda, dans le fond. Pour essayer qu'elle s'en sorte. Ouais. OK. Fait qu'en gros, là, il dit « Je voulais mettre le sang d'une madame, mais j'ai échappé la fiole à terre. Fait que là, j'ai pris le sang de Linda, puis j'ai voulu le diluer avec de l'eau de Javel pour pas que vous le retraciez à elle. Mais finalement, vous avez réussi. Mais dans le fond, c'est moi qui ai tout fait tout seul, puis le sang de Linda, c'est moi qui l'ai mis sur la scène du crime. Mm-hmm. » C'est ça qu'il dit. OK. Mais bon, on a aussi retrouvé des cheveux puis des poils de chat. Ouais. Fait puis la potentielle arme du crime, en tout cas, le sabre de ninja caché chez elle. Mais oui. Fait que... Mais bon, Diazian, lui, il insiste sur le fait que Linda n'est pas impliquée dans le meurtre de Gurley. Il dit que c'était lui et Bill Miller seulement qui étaient impliqués. Mais bon, les jurés sont vraiment pas convaincus. Ils mentent comme il respire, ce gars-là, fait qu'ils croient pas une seule seconde à tout ce qu'il dit. Mais Diazian a terminé son témoignage en disant « Ah, puis au pire, tuer la don, je m'en fous. Vous ferez juste tuer ma prochaine victime à ma place. » En parlant de Linda. Ben là, voyons, pourquoi il veut la protéger si après ça, il voulait la tuer, anyway? Non, il est complètement fou, là. Je comprends rien. Ouais, moi non plus, là. Selon Court TV, sur CNN, il y a un procureur qui dit que Linda aurait en fait mangé la chair de Gurley, puis c'est pour ça qu'on ne retrouve pas son corps. Il dit « Au cours de l'enquête, plusieurs personnes ont déclaré que l'accusé avait déclaré avoir consommé la chair de Gurley Chu Hassenkopf et que, par conséquent, ses restes et son corps ne seraient jamais retrouvés par les autorités. » Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Ouais, autant Diazian qu'elle-même que des proches à elle ont dit que elle avait mangé Gurley. Ah, c'est super. Mais c'est quoi, genre, ça va dans tous les sens, on dirait? Je sais, j'ai l'impression de sonner comme une folle, genre, pis de vous dire du gros n'importe quoi, genre. Mais c'est juste fou, genre, qu'il ait rencontré comme une femme qui est comme tout aussi pire que lui, pis que... Ou qu'il l'a rendu aussi pire que lui. Ouais, c'est ça, c'est comme pas clair, là, ouais. Mais bon... Le 25 octobre 2002, les jurés ont déclaré Linda Henning coupable du meurtre au premier degré. Et même si la peine de mort était sur la table, finalement, ils lui ont donné une sentence de 73 ans de prison. Elle est encore derrière les barreaux aujourd'hui. Puis l'ami Bill Miller, qui est comme pas clair, mais il est nommé plein de fois en disant qu'il y avait participé,
Ben, par manque de preuves, il n'a pas été accusé d'avoir participé au meurtre, mais il a juste été reconnu coupable de falsification de preuves, parce qu'il aurait comme aidé à cacher le corps, ou je pense que c'était lui qui avait pitché le linge par la fenêtre, ou quelque chose de même. OK. Sur le bord de l'autoroute, là. Puis il a juste reçu une peine de 10 mois de probation. Encore à ce jour, Linda met le blâme sur Bill Miller, puis a dit que c'est Bill Miller le vrai assassin de Gurley. Fait que tout ça est vraiment mystérieux. Genre, ce gars-là bizarre qui est resté sous le radar, qu'on n'a pas trop entendu parler de lui, à quel point, tu sais, peut-être qu'il était aussi fucked up que Diazian, puis il a participé, là, tu sais. Ouais. Mais il s'en est sorti, puis on n'a aucune information sur lui. Ça va être un tellement long épisode, là, oh mon Dieu. Mais c'est parce que c'était complètement farfelu. Oui, puis en même temps, avec le nombre de trigger warnings que t'as donné, on a beaucoup de cases à cocher, là. Ouais, finalement, on en est venu à bout, hein. J'en ai tout parlé des trigger warnings que ça. j'ai énumérés, je pense. Ouais. Mais pour ajouter à la frustration générale, Diazian, il est revenu sur son engagement, puis il a jamais révélé aux autorités l'endroit où se trouvait le corps de Gurley Chu. Fait qu'encore à ce jour, on n'a jamais retrouvé toute trace de son corps. Fait qu'on sait pas vraiment s'il y a eu du cannibalisme ou pas, dans le fond, techniquement. Non. Mais la partenaire de cellule de Linda en prison, elle a raconté que une fois, elle avait demandé à Linda qu'est-ce qu'elle avait fait du corps de Gurley, puis qu'elle, elle avait juste mimé quelqu'un qui mangeait. Oh boy. Mais bon, hein, c'est des oui-dire. Mais c'est fou. Encore à ce jour, Gurley Chu, tu sais, il y a encore un avis de recherche, là, genre sur le Doe Network, là, parce que techniquement, tu sais, on a assumé qu'elle était morte, mais on n'a jamais retrouvé son corps. Puis, tu sais, on a retrouvé ses vêtements ensanglantés et tout, fait que c'est pas mal sûr qu'elle est morte, là. Ouais. Mais peut-être qu'elle a été vraiment mangée, peut-être qu'ils ont juste trouvé une bonne cachette pour enterrer son corps quelque part. I don't know. C'est tellement fou, cette histoire-là, parce que genre, je veux pas embarquer dans les conspirations, là, parce qu'il y en a eu beaucoup trop déjà dans cet épisode. Mais il y a une partie de moi qui serait comme... Ça se pourrait, là, que Diazian ait framé Linda, là. Genre, il y avait son sang dans des fioles. Puis il est complètement crackpot, là. Peut-être qu'il a essayé de mettre la faute sur elle. Puis elle a de l'air complètement crazy, là. Elle a les crazy eyes, elle sait même pas ce qui se passe, elle est complètement mêlée. Genre, à quel point elle aurait pu méticuleusement tuer Gurley puis sans laisser aucune trace de son corps, tu sais, sans aide, en tout cas du moins. Fait que... Non, dans ma tête, ben, c'est pas tant une conspiration, là, c'est plus de genre, donner notre hypothèse ou notre opinion, là-dessus. Ouais. Mais je suis quand même d'accord, là. Dans ma tête, c'est lui, Diazian, qui aurait fait pas mal tout. Après ça, peu importe, elle, si elle a contribué ou pas, tu sais, ça se peut qu'elle l'ait aidé, mais qu'elle ait été complètement manipulée à le faire. Ça, on dirait qu'on le saura jamais, là. Ouais. Même chose pour Bill Miller, là, tu sais, dans le fond, on sait pas trop, là. C'est comme, tout ce qui sort de sa bouche, c'est des mensonges, fait que... Après ça, c'est assez dur à dire, là. Ouais, on sait tellement pas qui croire. En fait, on peut croire personne dans cette histoire-là, parce que c'est tous des menteurs puis des aliénés, là, fait que c'est difficile. Genre, même, là, la conclusion la plus probable, c'est quand même que les trois étaient impliqués, mais... On sait plus à quel degré qui était vraiment impliqué, là. C'est sûr, c'est Diazian, le mastermind. C'était lui qui voulait que Gurley meure, là. C'était lui, là, qui la battait, qui était violent avec elle dans toute leur relation. C'était lui qui en voulait à Gurley. Ben oui. Puis, ce qui fait peur, c'est que la première mère... Ben, la mère, en fait, biologique de Dimitri... Ouais. Est peut-être morte, elle aussi, là, puis on le saura juste jamais, là. Puis c'est peut-être lui, le cannibale, ou je sais pas trop. Tu sais, genre, dans le sens qu'il y a beaucoup d'informations qui manquent, on dirait, là. Ouais. Peut-être que Gurley, c'est pas la seule femme qui a tué, peut-être qu'il y en a eu d'autres, peut-être qu'il y en a eu plein. Tu sais, il y avait tellement de genre de relations extra-conjugales au téléphone avec des femmes que on sait pas, là. Peut-être que genre, il y a plein de femmes disparues dans le monde, ou aux États-Unis, du moins, que c'est comme... qui ont été tuées par lui, puis qu'on saura juste pas. Non, c'est fou, là. Puis, tu sais, il y a un peu des trous, là, par-ci, par-là dans mon histoire, parce que l'histoire, elle a quand même fait jaser, puis à cause qu'elle mêlait toutes les UFOs, ovnis, de ci, de ça, le monde en beurrait épais, puis... C'est sûr. En tout cas, j'ai essayé de rester le plus clair possible, là, puis il manque quelques informations par-ci, par-là, mais quand même, c'est un gros cas complètement insensé, là, que d'une pauvre fille qui tripait sur SeaWorld, qui a rencontré un beau médecin fin, qui a décidé de le marier, de déménager pour lui. Puis finalement, elle a été victime d'un féminicide.
parce qu'elle a découvert ses mensonges. Puis il en a fait vivre là, avant là, que ça arrive. Là. Ben Elle oui. était même plus avec lui. Là. Elle habitait même plus avec lui, tout le kit. Puis il a quand même retourné sur elle. Genre, c'est fou, là. Oui, elle a pris toutes les mesures nécessaires. La police était au courant qu'il y avait eu beaucoup d'appels avant ça là, de lui qui était violent envers elle. Il y avait d'autres ordres de restriction de d'autres mondes pour lui. Non, il était déjà soupçonné du FBI pour plein d'autres raisons, puis il était quand même un homme libre qui pouvait faire ce qu'il voulait. Puis il a fini par tuer quelqu'un. C'est tellement triste. J'ai un petit épilogue, c'est ça qu'on dit à la fin? Une petite conclusion? Ouais, je pense que oui, épilogue. Je veux te parler de Dimitri, parce que... Mais c'est ça! On dirait qu'il manque plein d'informations sur Dimitri. Je suis genre, il était-tu là pendant toute cette période? Puis... Mais c'est ça. Okay. On oublie un peu qu'il est une des victimes de Dayazian, là. Genre, il a été manipulateur envers plein de femmes. Il a fait vivre la misère à plein de monde. Mais il a quand même fait vivre la misère à son propre fils, là. Puis, je vais t'en dire un peu plus sur lui, puis où ce qui est rendu aujourd'hui, ce gars-là. La première adoption de Dimitri, elle a été interrompue au bout de quelques semaines, là, quand il l'a mis en adoption... genre en 99. Mais la seconde fois, c'est resté. Dimitri a été adopté par une certaine Melinda Miles Lindbergh. Puis ça, c'était peu de temps après l'arrestation de Dayazian. Comme pendant que Dayazian s'est fait arrêter pour le meurtre de Gurley, Dimitri il s'est fait adopter sensiblement simultanément. Puis, Melinda, elle connaissait pas la notoriété du père biologique de Dimitri, ni toute l'histoire du meurtre, là. T'sais, elle avait entendu parler dans les journaux, mais elle savait pas que Dimitri, c'était son fils. Donc, elle habitait en Alaska, puis elle a pris l'avion jusqu'à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, pour aller le chercher, le petit Dimitri. Puis c'est en arrivant là-bas, quand elle commence à faire les premiers pas avec lui, quand elle apprend l'historique de son père, puis tu sais, elle est vraiment fine, là. Elle s'est dit, gars, je suis capable de surmonter ce défi-là, là. Même s'il y a eu un passé difficile, il est encore jeune, je suis sûre que je suis capable de l'élever dans l'amour puis l'éloigner de toute cette folie-là. Puis elle va dire, Melinda, et je cite, « Mais parfois, un bon parent ne peut pas surmonter tous les problèmes d'un enfant adopté, et le passé de Dimitri était redoutable. » Elle a écrit un livre de son expérience avec l'adoption de Dimitri, puis comment l'élever et tout. Ça s'appelle « Mommy Number 13, A Child of a Murderer and His Adoptive Mother ». Donc, maman numéro 13, l'enfant d'un meurtrier et sa mère adoptive. Parce qu'elle a appris que, puis c'est pour ça le titre « Maman numéro 13 », là, Dimitri a comme eu 12 figures maternelles avant d'être adopté par Melinda dans sa vie. Puis, avec quel âge quand elle l'a adopté? Genre 5 ans? Genre 4-5 ans, là. Ouais. Dans ses 3 premières années de vie, il y avait Gurley Chu, qui était la mère adoptive de Dimitri. Mais entre sa naissance et l'arrestation de Dayazian, Dimitri a passé d'une mère à l'autre. Je dis mère, là. Des fois, c'était peut-être une question d'1 mois, de 2 semaines, là. Non, c'est ça. Mais toutes les conquêtes amoureuses de Dayazian, il droppait son fils chez elle, il lui disait « Ah, c'est ton fils maintenant, occupe-toi-en ». Fait que lui, toute sa jeunesse, il a eu aucune figure parentale, puis ça a quand même clairement fait des mommy issues ou quoi que ce soit, un trouble de l'abandon quelconque, là, parce que chaque fois, il commençait à s'attacher à une femme en particulier, puis finalement, était juste une des victimes des escroqueries de Dayazian. Puis Melinda, ça a été la 13e et heureusement la dernière. Puis elle lui a promis « Je serai la dernière ». Genre, je vais être ta dernière mère promis. T'as-tu plus d'infos sur leur petite nouvelle famille? Ouais. Mais bon, il a été pitché d'une famille à l'autre, d'une mère à l'autre trop souvent, puis il a comme été traité comme une expérience scientifique là, par son père. Là. Ouais. Genre, elle va pas trop dans les détails, là, mais... Ça a l'air qu'il a quand même vécu de l'abus, là. C'est comme son cobaye, là. Ben oui, c'est sûr que si, comme il battait Gurley, il devait s'en prendre à son fils de temps en temps, là, même s'il avait juste 3 ans. Là. Ouais. Genre, il dit que... Dimitri dit qu'il a peu de souvenirs de sa vie avec son père, mais il se rappelle que des fois, il passait la journée longue sur la chaise haute, puis personne s'occupait de lui, des fois. Genre, aucun amour, là. Melinda a dit que son fils, il est turbulent mais brillant et qu'il y avait il démontrait peu d'affection. Puis il y avait
un gros manque de confiance pour les autres, y compris pour elle, pour Melinda. Elle disait quand je faisais des câlins, c'était comme si je faisais un câlin à une planche de bois. Oh! Mais il était quand même une joie dans sa vie, mais il était vraiment complètement refermé sur lui-même. Puis c'est à partir de 14 ans que Dimitri a commencé à poser des questions sur son père biologique. Puis, Melinda lui a dit du mieux qu'elle pouvait ce qu'elle savait sur lui. Elle savait pas tant non plus d'affaires. Puis c'est 3 ans plus tard que tous les deux, ils en ont appris beaucoup plus sur Diazian en lisant le livre September Sacrifice, qui est un livre sur le meurtre de Girlie Chew, écrit par un ancien journaliste de KOB TV qui s'appelle Mark Horner. Puis c'était lui qui avait comme couvert l'affaire et tout, puis il a écrit un livre sur ce meurtre-là, puis toute l'histoire complètement fuckée. Mm-hmm. Mais ils l'ont comme appris de même. Fait que genre le trauma là, familial là, que t'apprends de même, là, ça doit être rough en temps. Ben c'est sûr. C'est comme pas trop délicat, me semble, de sa part de pas avoir l'accord de Dimitri, là, je trouve, me semble. Ben, il est peut-être pas trop mentionné. Mais, tu sais, ça reste du journalisme, là, tu sais, c'est un journaliste qui a couvert l'affaire, puis là, il fait juste écrire un livre. Mais bon, elle dit que son fils, il a pas réagi de manière horrifiée ou blessée. Il dit qu'il se rappelle pas vraiment de Girlie, ni des autres mamans, ou des abus, sauf, tu sais, qu'il se faisait souvent laisser tout seul sur la chaise haute, puis il se faisait donner de la bouffe, puis après ça, il attendait toute la journée. Des vagues souvenirs. Oh my God. Ouais. Une chance pour lui qu'il s'en rappelle pas trop, mais son corps, il doit s'en rappeler. C'est sûr, ben oui, c'est sûr que c'est son cerveau qui fait oublier tout ça, là. Dimitri s'est détaché d'elle puis de la famille en 2015, à l'âge de 18 ans. Aujourd'hui, il a 27 ans, l'âge que Diazian avait quand il a rencontré Girlie. Puis Dimitri est resté depuis séparé de sa mère adoptive. Il donne plus de nouvelles, il n'y a plus de contact. À chaque anniversaire, elle lui envoie un SMS, mais il répond jamais. Elle avait réussi à le retracer sur Facebook, puis elle lui a envoyé un message pour lui partager le fait qu'elle avait écrit un livre sur lui, puis comment elle racontait son processus d'adoption et tout. Genre Mommy Number 13. Elle lui a écrit pour dire « J'ai écrit ce livre-là, blablabla ». Il l'a lu, puis il lui a dit qu'il n'a pas aimé ça. Il trouvait ça trop sirupeux. C'était ça la traduction. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il voulait dire par là, mais il dit qu'il n'a pas aimé le livre. C'est trop triste. Pourquoi? Ouais. Puis, tu sais, elle dit, oui, c'était une réponse négative, mais au moins c'était une réponse, puis j'étais vraiment contente. Genre, il a quand même pris le temps de lire le livre. C'est trop triste que, genre, t'adoptes un enfant, puis tu sais pas comment ça va se terminer, là. Tu sais, tu sais que t'es pas le parent biologique, fait que tu sais pas si l'enfant va juste, comme, à un moment donné, décider de plus lui donner de nouvelles, là. Il a le droit, tu sais. Ben oui. Puis c'est pas de ta faute, tu sais. T'as fait ton possible, puis tu peux pas choisir d'arrêter de l'aimer, tu sais. Tu l'as adopté. Ouais. Ça fait 9 ans depuis qu'elle a vu son fils pour la dernière fois. Uh-huh. Elle est sûre qu'ils vont se revoir un jour quand il va être prêt. Maintenant, elle est bloquée de sa page Facebook, mais elle est encore capable de voir sa photo de profil, puis elle dit qu'il a l'air heureux, puis il a une job, puis il est dans une relation amoureuse, puis elle dit au moins il a l'air de bien aller. Fait que, ouais, son livre décrit en détail les années passées par Melinda à essayer de percer les murs de son fils, à apprendre à pardonner, puis à se retrouver elle-même dans tout ça, parce qu'elle s'est comme un peu perdue dans tout le processus d'élever cet enfant problématique-là, avec plein de traumas, puis de le perdre après. Puis elle dit, comme beaucoup de parents adoptifs bien intentionnés, il faut parfois accepter les murs qui ne tomberont pas, puis la responsabilité de ces murs-là n'est pas la nôtre, même si la douleur reste bien présente. Fait que c'est là-dessus que je voulais terminer. Oh, c'est tout triste. On dirait que j'aurais quasiment souhaité à Dimitri que, justement, il reste dans sa nouvelle famille aimante, puis qu'il ait une bonne figure maternelle, puis que... Mais je pense qu'il a peut-être besoin d'indépendance, puis que même sa mère adoptive, peut-être qu'elle lui rappelait involontairement son passé, ou je sais plus trop, puis... Je comprends. Puis il a voulu repartir à zéro. Ouais, mais c'est triste, là. Ouais. On peut pas comprendre les raisons complètement, mais je voulais juste pas qu'on l'oublie, parce que dans tous les épisodes de podcast de ci, de ça, les articles, personne en parle vraiment beaucoup plus qu'il faut. Ah oui. Mais, genre, il reste quand même une victime là-dedans, puis
ça rappelle à quel point cet homme-là, il avait un règne genre de terreur puis d'atrocité qui détruisait tout sur son passage. Tu sais, encore aujourd'hui, là, il y a du monde qui vivent avec les traumas de leur rencontre avec ce gars-là. Là, puis c'est sûr. Qui sont pas capables de s'en remettre. Fait que là, les deux sont encore en prison, lui puis Linda. Ouais. On n'a jamais retrouvé Girly Chew, puis Dimitri... Il a peut-être changé de nom même, là, puis il vit sa vie. Eh ben, my God, c'était une histoire complexe. Ouais, c'était complètement fou dans la tête, là, genre... J'en reviens pas encore. Mais non, j'avais jamais entendu ça. Je suis contente que tu m'aies raconté une nouvelle histoire encore. Ben, ça fait plaisir. Merci d'être resté jusqu'au bout. C'était plus long que je pensais. Je sais pas si j'ai divagué ou si c'est juste que j'avais beaucoup de trucs à dire, là, mais... Ben, c'est parfait, parce que notre petit shout-out de début d'épisode, il nous disait qu'il aimait les histoires longues, fait que... C'est vrai! Vous êtes gâtés là-dessus. Oui, c'est pour toi, Clarence. Oui. Et le cornet qui a fait le shout-out, on n'a pas noté ton nom, mais c'est pour vous autres, cet épisode extra long. Encore et toujours, n'hésitez pas, toutes les photos seront sur nos réseaux sociaux, vous pouvez vous abonner, liker, commenter pour nous encourager. Vous pouvez aussi nous donner une review sur Apple Balado, Spotify ou peu importe où vous nous écoutez. Puis vous pouvez également vous joindre à notre Patreon si ce n'est pas déjà fait. On serait vraiment contente que vous soyez parmi nous là-dessus. Oui, n'hésitez pas à rejoindre notre belle communauté. La semaine prochaine, c'est notre pause mensuelle. Fait qu'on se retrouve sur Patreon pour l'épisode bonus numéro 3. Oui, puis là, c'est un défi que Jus va relever, qu'on va enregistrer tantôt. J'ai vraiment hâte de savoir quelle est ton histoire. Oui, mon thème était un crime en Asie. Fait que... Allez sur Patreon si vous êtes curieux et curieuse. Et sinon, ben on se revoit dans 2 semaines. Oui, à bientôt les cornets. Oui, merci full, on vous aime. Oui, merci. Bye!